Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Descamps, déléguée académique aux relations européennes, internationales et à la coopération, votre compagnon de voyage sur ce trajet inédit qui s'inscrit dans le train de la mobilité. Nous allons découvrir tout ce qui s'est fait pendant les 15 jours de trajet sur la Normandie et aussi écouter nos jeunes, nos élus du territoire et des professionnels de la mobilité. Donc à tout à l'heure, je voulais aussi remercier la technique Culture et Nature qui nous accompagne et les jeunes de la mission locale de Louviers. Générique, c'est parti, on embarque. Avant de monter dans notre train, nous rejoignons d'abord le maire de Louviers qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Bonjour monsieur le maire, j'espère que vous allez bien. Bonjour Anne Descamps. Voilà, très bien. Une première question pour vous, pourquoi avoir accueilli cet événement dans votre commune? Alors, d'abord j'enlève mon masque parce que nous sommes à une distance suffisante, sinon respectez bien tous les gestes barrières. D'abord, je suis comme maire de Louviers extrêmement heureux d'accueillir cette belle initiative du train de la mobilité. Et c'est important pour un maire d'une ville moyenne de Normandie de montrer que la mobilité européenne et internationale, c'est pas quelque chose de très éloigné. Ça peut concerner tout le monde dans sa ville et en particulier les jeunes. Les jeunes frappés de plein fouet par cette crise sanitaire et on l'a vu aussi depuis 1 an et demi où on ne peut plus se déplacer, où on se voit surtout par des systèmes de visioconférence. La mobilité, elle prend tout son sens, cette notion d'échange et cet atout que représente la mobilité européenne et internationale, à la fois en termes d'insertion professionnelle dans le cadre de ses études, mais aussi en termes d'enrichissement personnel. C'est des choses très importantes. Et je suis très heureux que Louviers puisse accueillir cette initiative, et je salue d'ailleurs les jeunes de la mission locale de Louviers et les élèves et les étudiants qui sont ici présents aujourd'hui dans cette cave du Moulin, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à une gare, un train. C'est un lieu qui se prête bien à cette initiative. Et c'est important pour une ville de montrer qu'il faut cette appropriation. C'est important que les élus s'engagent aussi pour à la fois faire connaître des dispositifs de mobilité européenne et internationale. Et puis quand on est un élu local, on connaît bien sa population, on connaît bien les habitants. Et c'est important aussi de pouvoir donner le coup de pouce nécessaire pour à un moment transformer une idée un petit peu abstraite en un projet de vie concret. Et il faut faire cette initiation à la mobilité et c'est aussi quelque chose qui se fait dès le plus jeune âge. Et donc il y a des parcours de vie, il y a des parcours éducatifs de l'école primaire au collège, au lycée, au parcours étudiant, au parcours également d'insertion professionnelle. Et la mobilité, elle ne doit pas être réservée à quelques-uns, mais elle doit être possible pour tous. Alors nous avons sur le plateau des jeunes, des professionnels et puis aussi des élus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'ensemble de cette communauté qui travaille autour de la mobilité de la jeunesse et des populations les plus éloignées? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on doit déjà tous travailler en réseau. Chacun doit prendre sa part à cet objectif qui est de permettre au plus grand nombre de faire cette mobilité. Il existe beaucoup de financements pour le faire et donc il ne doit pas y avoir de frein financier pour faire la mobilité. Il y a tout un réseau d'acteurs, des associations, les élus, les partenaires éducatifs, les partenaires du monde de l'entreprise. Et donc on doit travailler ensemble, on doit se parler et on doit rendre possible cette mobilité. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de finalement faire une sorte de mobilité circulaire. On parle beaucoup de l'économie circulaire, mais c'est du gagnant-gagnant la mobilité. Et donc notre rôle, c'est de faire connaître des dispositifs qui ne sont peut-être pas complètement utilisés et de faire en sorte qu'ils soient utilisés par ceux qui en ont le plus besoin. Pas forcément par ceux qui vont toujours y avoir recours, parce qu'ils ont la chance d'avoir dans leur... je dirais, par leur éducation, par leur réseau familial, leur réseau d'amis, cette possibilité de faire cette mobilité. Mais ce qui est important, c'est vraiment de combattre un petit peu l'autocensure, de se dire la mobilité, c'est pas fait pour moi.
En fait, c'est fait pour tout le monde, la mobilité. Et ce qui est important, c'est de s'habituer au changement, à une culture différente, à se retrouver dans un endroit où on n'est pas dans sa zone de confort, où on ne maîtrise pas forcément la langue, et de montrer qu'en fait, c'est tout à fait possible. Et j'ai envie de dire que le gros avantage de la mobilité, c'est que d'une certaine façon, ça remet les compteurs à zéro. Parce que quand vous êtes ailleurs, un peu loin de chez vous, on ne connaît pas votre histoire, vous repartez sur une base qui est complètement différente et c'est un vrai vecteur d'égalité, la mobilité. Et ça, c'est extrêmement important. Ça doit permettre à chacun aussi de dessiner des perspectives. Merci beaucoup, Monsieur le maire, parce que nous allons vous retrouver, puisque vous êtes notre grand témoin tout au long de la journée. Vous nous faites la gentillesse de rester avec nous. Je vous en remercie. Nous allons avoir des témoignages. Concrètement, comment va se passer notre trajet en train toute la journée? 3 thématiques. 3 impacts, l'impact de la mobilité sur les jeunes, l'impact de la mobilité sur les territoires, Monsieur le maire en a beaucoup parlé, et l'impact de la mobilité sur les professionnels. Nous aurons des témoignages avec des jeunes, des professionnels. Nous aurons également des reportages pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce train de la mobilité qu'ont vécu les jeunes. Et nous aurons aussi une conclusion avec un grand expert, Mathieu Roumégou, qui est le directeur de l'agence Erasmus+, jeunesse, et aussi de l'agence Service civique, qui viendra aussi en tant qu'expert autour de cette mobilité. Voilà, donc là je pense que nous avons la présentation et nous allons maintenant retrouver nos 2 maîtres d'œuvre de cette journée, Claire et Pauline, que je rejoins tranquillement, en espérant qu'elles ne soient pas trop stressées, mais je pense que ça devrait aller puisqu'elles maîtrisent la situation. Pauline, le CITIM, Normabilité, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Alors, donc je suis Pauline Beul, coordinatrice du CITIM. Le CITIM, c'est une association qui accompagne des jeunes à partir à l'étranger. Ça, c'est une des missions historiques. Mais depuis 2015, on coordonne un réseau qui s'appelle le réseau Normabilité. Ce réseau s'adresse à tous les professionnels de jeunesse et de l'éducation, comme par exemple un conseiller mission locale, un conseiller Pôle emploi, un professeur des écoles, un directeur, un animateur, vraiment à toutes les personnes qui sont de près ou de loin à la jeunesse. Ce réseau est piloté politiquement par le président de la région, la rectrice et ainsi que le préfet. Donc l'objectif, c'est vraiment que l'éducation formelle, non formelle travaillent ensemble, que sur les territoires, les acteurs puissent mettre en place des actions à destination des jeunes. Donc concrètement, c'est un site internet ressources, une offre de formation, des échanges de pratiques et puis des événements comme celui-ci. On sent bien la passion, Pauline, mais on va être obligé de vous arrêter. Claire, en 2 mots, le train de la mobilité, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, c'est un événement qui s'inscrit dans cette dynamique qui est portée par le réseau Normabilité. L'idée principale et importante de cet événement, c'était de donner la parole aux jeunes qui ont vécu une expérience de mobilité européenne internationale, parce que c'est eux qui en parlent le mieux, qui donnent envie et qui sont capables de mettre des mots et l'intérêt qu'il y a à partir. Et c'était qu'ils puissent parler à d'autres jeunes qui ont envie de partir ou qui seraient un peu frileux à partir, à des élus aussi et à des professionnels. En tout cas, que cette parole soit valorisée et fasse partie de la réflexion et de la dynamique autour de la mobilité européenne internationale en Normandie. Un événement qui a duré 2 semaines, en avril, qui devait se dérouler en octobre, mais avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer. Et là, encore bravo à tous les participants qui ont su s'adapter, réinventer des formes différentes. L'idée, c'était que des jeunes de territoires de départ aillent vers les territoires d'arrivée pour parler de leur expérience sous des formes différentes qu'ils choisissent. Et là, ça s'est transformé avec des émissions de radio, des podcasts, des émissions de télé, des capsules vidéo, où ils ont parlé de leur expérience et ils en parlent très bien. Donc Claire, nous allons monter dans le train, faire le trajet l'Aigle 40 ans pour comprendre comment ça marche finalement ce train. Bye bye.
j'ai participé au train de la mobilité et j'ai pu échanger avec des jeunes qui étaient partis à l'étranger dans le cadre d'expériences professionnelles ou de volontariat. Donc c'est un plateau virtuel qui s'est très bien déroulé et qui a été riche en informations. Ce que je retiens, c'est que du coup on peut partir peu importe le niveau de langue, peu importe le parcours, à partir du moment où on est motivé et ouvert d'esprit. Il y a beaucoup d'organismes vers qui se tourner et pas mal de subventions de la part de la région Normandie également. Je tenais à remercier toutes les équipes et toutes les personnes qui ont contribué du coup à la réalisation de ce projet. Et je tenais également à remercier les personnes qui nous ont suivis sur Twitch et sur YouTube. Alors salut, je me présente, je m'appelle Léo Dujardin-Moras, j'ai actuellement 20 ans et dernièrement j'ai co-animé un live Twitch du train de la mobilité qui avait pour sujet de discuter des expériences que des jeunes ont vécues justement à travailler à l'étranger ou à y faire ses études. Et j'ai trouvé ça super intéressant et ludique d'entendre les anecdotes et les expériences de chacun vis-à-vis de ça, ce qui permettra à d'autres jeunes de pouvoir peut-être à se lancer dans cette expérience. Merci. Nous voici arrivés en gare pour notre deuxième rendez-vous avec Mathieu Roumégou, qui est le directeur de l'agence Erasmus+. Mathieu, je vous laisse vous présenter l'agence et vous exprimer sur notre première thématique, la mobilité des jeunes et l'impact sur nos jeunes. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et cette initiative. Donc comme vous l'avez dit, je suis Mathieu Roumégou, le directeur de l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport. Donc l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, ça fait partie des deux agences qui gèrent le programme Erasmus en France. Deux agences puisque en fait depuis la création d'Erasmus, le programme n'a cessé de s'élargir. Et il couvre aujourd'hui deux grands secteurs. Secteur éducation-formation, dont la mise en œuvre en France est gérée par une agence située à Bordeaux, ouais. L'agence Erasmus+, éducation-formation. Et le secteur jeunesse et sport, dont l'agence Jeunesse et Sport donc est gestionnaire de ce programme. Donc une agence située à Paris qui est intégrée depuis 2016 au sein de l'agence du service civique. Donc en fait, au sein de l'agence du service civique, on gère trois dispositifs. Un dispositif national, le service civique, comme son nom l'indique, et deux programmes européens, Erasmus+, Jeunesse et Sport, et le Corps européen de solidarité. Donc quelques mots sur ces deux programmes très brièvement, parce que je pense qu'on y reviendra aussi au cours de la matinée. Le volet jeunesse du programme Erasmus, en fait, il permet tous les échanges de jeunes ou de professionnels, mais en dehors du cadre formel, du cadre scolaire et universitaire, donc les échanges de jeunes dans ce qu'on appelle le champ de l'éducation non formelle. Et quant au Corps européen de solidarité, donc un dispositif créé en 2018 qui permet à des jeunes de partir en volontariat dans un autre pays européen ou même en dehors de l'Europe, puisque les pays voisins de l'Europe sont éligibles, donc possibilité de partir en volontariat pour une durée qui va jusqu'à 1 an, et aussi possibilité d'organiser des projets de solidarité à l'échelle locale. Mais on pourra y revenir aussi au courant de la matinée. Et donc ce qui est important de savoir sur ces dispositifs, et le maire de Louviers l'a rappelé, c'est vraiment important je pense de marteler cette idée, c'est que ces dispositifs, Erasmus+ Jeunesse comme le Corps européen de solidarité, ce sont des dispositifs qui sont ouverts à tous les jeunes. Tous les jeunes peuvent en bénéficier, quel que soit leur niveau de diplôme, quelle que soit leur origine, leur milieu social ou culturel. Tous les jeunes peuvent en bénéficier, tous les jeunes peuvent y avoir accès. Donc il faut vraiment, je pense, marteler cette idée et aller contre les idées reçues qui peuvent laisser penser que la mobilité européenne, c'est réservé à une élite ou c'est réservé uniquement, par exemple, aux étudiants. Non, vraiment, tous les jeunes peuvent avoir accès. C'est vraiment important de marteler cette idée. Je pense que des initiatives comme la vôtre, ça permet de renforcer cette idée. Et donc pour répondre à votre question sur l'impact de la mobilité pour les jeunes, je pense qu'ils sont de plusieurs ordres. Il y a un impact d'abord de montée en compétences. Un jeune qui part en mobilité, qui part en mission de volontariat, il va acquérir un certain nombre de compétences et des compétences qui pourront être valorisées par exemple sur le marché du travail. Ils acquièrent des compétences en gestion de projet, ils peuvent apprendre aussi une langue en allant dans un pays étranger ou se perfectionner dans une langue. Et c'est des choses qui sont en tout cas, je trouve, de plus en plus valorisables dans les CV et de plus en plus reconnues sur le marché du travail. Mais en fait, il ne faut pas se limiter à cet impact-là. Il y a beaucoup d'autres compétences ou d'autres apports pour les jeunes qui partent en mobilité. Des apports aussi sur, par exemple, l'estime de soi, la confiance en soi. Et l'estime de soi aussi, c'est très important parce qu'un jeune qui part en mobilité à l'étranger, qui va faire une mission d'intérêt général, il va gagner aussi en estime de lui, se sentir utile et donc c'est très, très positif pour lui. Et dans tout ce qui est interculturel aussi, c'est des apports très importants pour les jeunes. Un jeune qui part à l'étranger, qui va découvrir une autre culture, se confronter à une autre culture,
c'est aussi des apports formidables pour eux, et tous les jeunes qui partent, quand ils reviennent, et ils nous disent qu'ils ont vécu une expérience formidable, qu'ils sont ravis d'avoir pu vivre cette expérience. Certains nous disent même qu'ils ont vécu la plus belle année de leur vie, donc c'est vraiment important d'insister là-dessus, et le fait de valoriser en tout cas ces compétences et ces apports pour les jeunes, c'est un enjeu important pour l'agence, et c'est un enjeu aussi en termes d'équité, hein, et le maire le rappelait tout à l'heure, le fait que tous les jeunes puissent y avoir accès, tous les jeunes peuvent avoir ces apports, monter en compétences aussi, donc c'est un enjeu important pour l'agence, et il faut vraiment, je pense, inciter les jeunes à partir en mobilité, et je pense que le meilleur moyen pour inciter les jeunes à partir, c'est aussi de faire témoigner des jeunes qui sont partis, d'entendre des expériences réussies, et je pense que, j'ai vraiment hâte en tout cas d'entendre les témoignages des jeunes qui sont là ce matin. Mathieu, vous me faites une transition en or, puisque concrètement, nous avons au moins prononcé 500 fois le mot jeune dans notre discours depuis le début de cette émission. Donc nous allons vraiment entendre les jeunes et les rejoindre. Je vais aller à la rencontre de Jeanne, qui est une jeune fille qui va se présenter. Bonjour Jeanne, j'espère que tu vas bien. Bonjour, oui ça va, merci. Donc moi c'est Jeanne, j'ai 20 ans, je viens de Coutances dans la Manche et je suis partie 1 an en Hongrie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé dans ta vie après cette expérience? Parce que c'est très important, effectivement, les impacts. Monsieur Roumégou l'a dit tout à l'heure. Raconte-nous ce que ça t'a fait, en fait. Alors, moi, franchement, avant de partir, j'étais la personne la plus timide possible. Et le fait de devoir partir par moi-même et de devoir me débrouiller dans un pays étranger, ça m'a forcé à m'ouvrir aux gens qui m'entourent et à me forcer à demander de l'aide aussi aux gens autour de moi. Ça m'a aussi ouvert sur le monde, parce que j'ai rencontré certes des Hongrois, mais aussi des gens d'un peu partout de l'Europe, et même un peu en dehors. Et c'est vraiment, c'est une expérience qui a changé ma vie en fait. Je suis une personne différente, je sais qui je suis, ça m'a sorti de ma zone de confort, et ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de France. Pour quelqu'un qui était timide, se retrouver sur un plateau télévision, il n'y a pas photo. Je pense que la mobilité y est pour quelque chose. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai qu'avant de partir, je n'aurais jamais pu me retrouver à cette place, c'est vrai. Bravo, donc merci beaucoup Jeanne. Je pense que nous allons pouvoir à nouveau voir un autre témoignage de Lou sur vidéo, puisque Lou ne pouvait pas être présente aujourd'hui, et je pense que le témoignage de Lou fera écho à ce que dit Jeanne. Merci beaucoup Jeanne. Salut à tous, je m'appelle Lou, je suis française et je suis partie en Écosse et en Angleterre. Comment partir, comment voyager dans un autre pays? J'ai choisi d'arrêter de prendre l'avion, seulement parce que niveau écologie c'est vraiment pas terrible, mais aussi parce que franchement voyager en train, voyager en bateau, voyager en bus, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir le pays à travers un œil différent. Plutôt que d'arriver d'un point à un autre, on est parti il y a 1 heure et on se retrouve déjà dans un autre pays où on ne parle pas du tout la langue. On voit de nouvelles choses et c'est vraiment très intéressant. Bonjour Dylan, tu es notre deuxième invité. Je crois que tu as un parcours exceptionnel au lycée Clément Ader, puisque tu as fait une scolarité vraiment exceptionnelle dans laquelle la mobilité a eu aussi toute sa place, et on peut remercier tes professeurs parce que je crois que c'est un lycée où des choses se passent autour de la mobilité. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis ce que tu as fait et quels ont été les impacts pour toi? Bonjour, moi c'est Dylan, je viens de Bernay. Donc oui, effectivement, le lycée Clément Ader tourne beaucoup autour de la mobilité. Donc moi c'est principalement mes profs de commerce qui m'en ont parlé. Donc tout ce qui était mobilité et tout, le lycée Clément Ader est vraiment au top là-dessus. Et oui, moi la mobilité ça a beaucoup changé aussi ma façon de voir le monde qui m'entoure aussi. Car comme tout le monde le dirait, moi j'étais extrêmement casanier, tendance à rester chez moi, à ne pas sortir, et partir dans un pays où je connais personne, où on me laisse, on est accompagné, mais enfin on essaie au maximum de se débrouiller par nous-mêmes. C'est vrai que ça renforce la confiance en soi sur ce qu'on est capable de faire. Quel type de mobilité as-tu effectué, Dylan? Moi je suis parti 2 fois en Angleterre, en 2017 et en 2018. Et je suis parti à Brighton, sur la côte sud. Sur un stage professionnel, je crois. Hein? C'est ça. Donc ça veut dire que tu étais en entreprise? Exactement.
D'accord, donc tu as dû apprendre à parler et à communiquer en anglais, j'imagine, à te débrouiller, c'est ce que tu disais. Ouais. Est-ce que ça a influencé après ton orientation, ton envie d'aller plus loin dans tes études? Ça a renforcé, on va dire, mon envie de... Car moi je suis dans le commerce. Ça a renforcé mon envie de comment dire, c'est pas de mots, c'est d'aider les jeunes déjà en témoignant ici aujourd'hui. Et ça a renforcé ma conviction que j'ai envie de travailler déjà. Ça m'a moi-même donné envie de travailler dans un pays autre que la France si possible. Hein. Après, le monde est vaste, comme on dit. Donc oui, ça a renforcé mes convictions sur mon travail personnel. Et tu nous as dit que tu étais casanier. Beaucoup de jeunes n'ont pas forcément envie de quitter leur pays. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes pour dire lancez-vous? Quel argument? Franchement, c'est la découverte du monde, d'une autre culture qui n'est pas du tout la même que la nôtre, hein, c'est sûr. Que vraiment, lancez-vous, franchement, c'est une vraie expérience humaine. Merci beaucoup Dylan. Donc le mot-clé c'est lancez-vous. Donc nous allons avoir là une petite vidéo de Kevin qui lui s'est lancé. Vous allez voir, il a traversé la moitié de la planète. Il a fait plein de choses extraordinaires. Donc les jeunes, le mot de Dylan c'est lancez-vous, osez. Salut, moi c'est Kevin, j'ai 28 ans et je suis originaire de Normandie. Je suis parti dans une ferme bio au Pays de Galles, dans la toute petite ville de Swansea, pour une durée de 9 mois. Alors mon objectif c'était vraiment de partir pour apprendre l'anglais, parce que j'avais vraiment un tout petit niveau d'anglais, mais aussi de voyager et de rencontrer d'autres personnes ainsi qu'une autre culture. Alors mes craintes lorsque je suis arrivé, c'était vraiment la peur de la barrière de la langue. J'avais vraiment peur d'avoir pas un assez bon niveau pour pouvoir échanger avec les personnes, qu'ils me comprennent, que je les comprenne, et j'étais vraiment timide. Alors, ce que j'ai vraiment appris principalement, c'est vraiment l'anglais, ce qui en ressort. Mais en 9 mois, j'ai eu vraiment le temps de faire énormément de choses, que ça soit apprendre tout ce qui était autour de la culture, que ça soit aussi autour de l'environnement, le côté bio, mais aussi à la fois d'aller faire du skate, d'apprendre le surf. Donc vraiment énormément de choses au final. Lors d'un séjour avec mon équipe qui visait à visiter d'autres fermes bio au Pays de Galles, j'ai partagé un dîner avec l'un des acteurs principaux de Game of Thrones qui est s'avérait être un très bon ami à mon patron et qui lui avait lancé une ferme bio en Amérique du Sud et voulait en commencer une au Pays de Galles. Si j'avais une dernière chose à vous dire, ce serait sans doute de ne pas avoir peur et de ne pas hésiter à le faire. Parce que quoi qu'il arrive, ce n'est pas du temps de perdu et vous reviendrez avec plus d'acquis que lorsque vous êtes parti. Nous accueillons maintenant Louis sur notre plateau qui a une expérience tout à fait inédite puisque lui, l'impact, c'est l'engagement citoyen. Louis, peux-tu te présenter et nous dire ce que c'était ta mobilité et comment tu as basculé sur un engagement citoyen? Bonjour à tous. Alors moi c'est Louis, j'ai 17 ans, je suis lycéen dans un lycée de Cherbourg. Donc ma mobilité internationale est passée par un échange en Allemagne avec la MPT, la maison porteuse Léo Lagrange. Donc c'est un projet qui s'est construit autour de la lutte contre les discriminations et c'est par le biais de mon réseau amical que j'ai pu intégrer ce projet. Et donc après l'avoir intégré et avoir vécu cette expérience en Allemagne, je me suis engagé dans un autre projet auprès de plus jeunes que moi qui ont la même ambition que moi, c'est de partir à l'étranger. Et donc j'y participe en tant que co-animateur avec Arnaud Ekem. D'accord, donc tu t'es vraiment engagé auprès d'autres jeunes après ta mobilité. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable à transmettre, à partager. Tu nous as parlé de lutte contre les discriminations. Est-ce que tu penses que l'ouverture, partir, favorise la prise de conscience de certaines inégalités, de certaines actions citoyennes pour lutter contre toutes ces discriminations et inégalités? Tout à fait, je pense que c'est un moyen très efficace de lutter contre ça, puisque les discriminations passent par l'ignorance des autres et aussi la peur. Donc faire le choix de partir à l'étranger, découvrir 2-3 autres cultures que celles qu'on a en France, je pense que c'est le meilleur moyen pour éviter tout conflit par rapport aux origines des autres. Et voilà, faire tomber les peurs peut-être, hein, faire tomber la peur de l'autre. Ouais. Ouais. Dans quel pays es-tu allé? En Allemagne. En Allemagne, d'accord. Et puis tu as gardé des contacts avec tes autres camarades?
Mon groupe français, naturellement, oui, mais Oui. ceux à l'étranger, beaucoup moins, à part sur les réseaux. D'accord. Moins de contacts. D'accord, très bien. Nous allons donc maintenant demander à nos reporters Normandie jeunes s'ils ont des questions par rapport à ces premiers témoignages. Lou, qui est en charge de compiler les questions, as-tu des questions pour nous par rapport à nos jeunes, à l'intervention de nos jeunes ou à l'intervention de Mathieu? Oui, bonjour Anne, merci de donner la parole à notre public et toujours en live sur Réseau Normandibilité sur Facebook. Donc la première question, elle vient de Magali et elle concerne un peu, on parle beaucoup de l'après-voyage, mais au niveau de l'avant. Quel a été l'élément déclencheur pour nos jeunes pour partir en voyage notamment? Donc si Louis pourrait nous répondre. Alors Louis va peut-être répondre et Jeanne après, puisque c'est peut-être deux choses différentes. Louis? Alors oui, moi l'avant, je me suis engagé dedans puisque c'est comme j'ai dit juste avant, c'est pas un réseau amical. Donc je me suis engagé puisque c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler mais qui quand même m'intéressait. Et petit à petit, ma curiosité a fait que j'ai rejoint ce projet et moi, dans mon cas, j'ai été très bien accompagné par la structure. D'accord, donc toi, c'est la curiosité, l'envie de découvrir. Ouais. Voilà. Jeanne, pour toi, avec 2 mots? Alors, pour moi, l'envie de partir, ça s'est déclenché par un ras-le-bol en fait. J'avais envie de sortir de mon petit train-train quotidien et je faisais des études qui me plaisaient pas et je me suis dit que la meilleure moyen de découvrir qui j'étais, c'était tout simplement de partir et de me changer moi-même en fait. D'accord, donc ouvrir les fenêtres, découvrir, aller vers l'autre. C'est ça. Très bien. Exactement. Donc on a deux réponses. Lou, est-ce qu'on a d'autres questions pour nos jeunes? Oui, on a parlé de ras-le-bol. Est-ce qu'il y aurait un message que vous voudriez faire passer aux professionnels de la jeunesse, aux élus qui vous écoutent? Oui, peut-être Dylan, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à l'accompagnement, par rapport aux gens qui sont autour de toi, pour l'accompagnement des jeunes? Comment on peut décider un jeune à partir? Qui peut aider? Déjà, il faut que ce soit, je pense, une initiative personnelle, être sûr de partir, et vraiment, il faut surtout, je pense, c'est rassurer par rapport au partir seul, c'est toujours un peu effrayant. Il faut vraiment bien accompagné, comme moi je l'ai été, ne serait-ce que par mes professeurs ou par la structure Erasmus. C'est l'accompagnement et il faut rassurer. Voilà, donc Dylan, toi tu as été vraiment accompagné par tes professeurs via le programme Erasmus+. Louis, tu nous as parlé d'une structure, tu peux redire comment tu as été accompagné? Tu nous as dit j'ai bien été accompagné. Qui t'a accompagné? C'est les animateurs présents aujourd'hui, Arnaud et Camille, qui sont en charge justement de la mobilité internationale au sein de la Maison pour tous et Voilà, donc pour toi, c'était des professionnels de l'éducation informelle, des professionnels jeunesse, éducation jeunesse. Et puis, Jeanne, toi, pour toi, qui t'a accompagné? Moi, c'est la structure Avril, et surtout Luce Palominos. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à savoir de mes peurs, mes envies, ce que je voulais faire et ne pas faire, où je voulais aller, ne pas aller. Et ça a été un réel soutien encore aujourd'hui, 6 mois après la fin de ma mission. Voilà, donc nous avons là ce que Monsieur le maire tout à l'heure évoquait, quelque chose de circulaire avec un accompagnement sur le territoire par des associations et aussi par des professionnels de l'éducation nationale. Nous allons voir maintenant la vidéo d'Adélaï qui nous propose de remonter dans le train de la mobilité pour comprendre ce qui s'est passé sur un autre trajet qui s'appelle Coutances-C. Salut, je m'appelle Adélie, j'ai 16 ans, je suis en service civique à Avril, là où j'ai découvert plusieurs choses dont la mobilité internationale. J'ai toujours eu envie de voyager, mais c'est vrai que je ne suis jamais partie longtemps ou très loin. Donc avoir rencontré les filles et écouté leur expérience m'a permis de découvrir d'autres façons de voyager. Avec tous leurs conseils et leurs idées auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, j'ai pu me projeter encore plus et me donner encore plus l'envie de partir. L'événement Le Train de la Mobilité, c'est un événement où des jeunes qui sont partis à l'étranger se réunissent pour partager leur expérience sous forme de jeux, de vidéos, avant d'aller à la rencontre d'autres personnes pour parler de mobilité internationale, échanger, donner envie ou rassurer ceux qui auraient envie de se lancer dans l'aventure.
Le lundi 15 mars, j'ai rencontré Lou, Jeanne, Lia et Nina pour la première fois. Le matin, on a appris à se connaître, on a fait des activités pour que les filles puissent parler de leurs ressentis et de leur vécu lors de leur voyage, notamment pendant cette période un peu spéciale liée à la Covid-19. L'après-midi, on a commencé à chercher et trouver des idées pour partager ces expériences avec d'autres jeunes que nous allions réaliser pendant le deuxième atelier. Pendant cette journée, elles ont mis leurs idées en forme, ont fait des interviews par rapport à leur expérience et ce qu'elles voulaient partager pour remplir le sac de la mobilité avec tous les jeux et animations qu'elles ont créés. Ce sac à dos va servir à transporter tout ce que les filles ont fait avec nous pour le remettre à d'autres structures comme l'association Découverte AC. Avec ce sac et les témoignages et activités qu'il y a dedans, ils pourront partager avec des jeunes du territoire comme au lycée agricole un temps d'ouverture sur le monde et la mobilité internationale. En attendant de pouvoir vivre tout ça, je vous laisse avec le témoignage de Jeanne. Je vais parler de ce sentiment d'appartenance à l'Europe que j'ai de plus fort qu'avant. C'est-à-dire que sur place, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup d'endroits d'Europe, comme par exemple la Finlande, l'Estonie, la Hongrie bien entendu, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et j'ai eu ce sentiment qu'on venait tous d'un seul et même endroit qui est l'Europe et qu'on n'était pas tous juste des Allemands, des Français, des Hongrois. On avait tous ce point commun d'être européens et ça a vraiment facilité les liens et ce sentiment d'appartenance. Et ça crée vraiment une grande famille de se sentir européen et je trouve ça très important. Deuxième arrêt en gare pour lancer notre deuxième thématique. Mais avant cela, une première réaction de Mathieu par rapport au témoignage de nos jeunes. Mathieu, je crois que vous avez eu envie de réagir. En quelques mots. Oui, en quelques mots, peut-être des réactions sur deux sujets, sur ce qui a été dit par les jeunes. Peut-être d'abord sur l'avant et sur l'accompagnement des jeunes à leur mobilité. Donc ça a été dit par Louis et par Jeanne, mais c'est des choses qui sont vraiment systématiques dans le cadre du Corps européen de solidarité. Les jeunes qui partent en volontariat, ils sont accompagnés avant et pendant leur volontariat et voilà, ça leur permet de réaliser leur mission dans des très bonnes conditions. Et ils sont accompagnés aussi d'un point de vue linguistique et il n'y a pas besoin de maîtriser la langue du pays pour partir et on peut bénéficier d'un accompagnement pour ça. Donc accompagnement très, très global avant et pendant. Et deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est sur ce qu'a dit Louis, sur la notion d'engagement aussi. Ça, c'est des choses très importantes aussi et qu'on a pu remarquer de manière encore plus forte, je dirais, pendant la crise sanitaire, puisque malgré la fermeture des frontières, les confinements, il n'y a pas eu de réflexe de la part des jeunes ou des structures de repli sur soi et des jeunes qui étaient ou qui avaient prévu des missions de corps européen de solidarité ont pu quand même réaliser leur mission où on souhaitait vraiment les adapter aux enjeux de la crise sanitaire. Donc on a par exemple des jeunes qui ont modifié leur mission et qui ont aidé à confectionner des masques pendant le premier confinement ou d'autres qui ont modifié leur mission pour les faire en ligne et apporter du soutien linguistique par exemple. Et donc ça montre une réelle envie de s'engager et d'être utile de la part des jeunes. Et ça c'est voilà, je voulais rebondir aussi là-dessus. Et juste pour conclure, le mot, enfin la phrase qui me semble importante qui a été dite par les jeunes et par plusieurs jeunes, c'est vraiment lancez-vous, allez-y, n'hésitez pas. C'est formidable de vivre une expérience de mobilité. Merci beaucoup pour cette réaction. Donc nous allons lancer ensemble le deuxième thème qui est l'impact de la mobilité sur les territoires. Et puis nous aurons la parole des élus qui tiennent une place aussi importante dans l'accompagnement. Mathieu. Alors l'impact pour les territoires, de mon point de vue, il est très fort et très important aussi. Et c'est des choses qui ont pu être rappelées déjà par monsieur le maire de Louviers aussi. La mobilité européenne et internationale, ça peut permettre aussi de créer des dynamiques territoriales. Donc ça peut se faire à l'échelle d'une ville, mais ça peut très bien se faire à l'échelle d'une région. Et l'initiative qui se clôture aujourd'hui du train de la mobilité, c'en est un bon exemple. Et dans chacune des régions en France, on a des comités régionaux de la mobilité, ce qu'on appelle les COREMOB, qui sont là aussi pilotés par l'État et par la région pour mettre en place des dynamiques territoriales de mobilité. Et c'est important aussi que les collectivités territoriales aussi jouent un rôle particulier sur la mobilité européenne et internationale. De mon point de vue, il y a trois rôles que peuvent jouer les collectivités là-dessus. C'est d'abord promouvoir et faire connaître les dispositifs pour que les jeunes du territoire puissent s'en emparer et sachent que les dispositifs de mobilité existent. Il y a des rôles aussi de soutien des projets. Beaucoup de collectivités soutiennent, financièrement ou autres, mais soutiennent les projets qui se mènent sur leur territoire. Et les collectivités peuvent aussi porter directement des projets. Donc pourquoi est-ce que c'est important et quel impact en fait pour les territoires quand
un territoire est ouvert à l'international, quand il accueille des jeunes ou quand il envoie des jeunes à l'étranger, déjà ça peut renforcer les compétences sur ce territoire, puisque le territoire va s'enrichir de compétences qui viennent de l'extérieur, de l'international, donc renforcer les compétences sur ce territoire. Et aussi, je dirais qu'il peut y avoir aussi un impact en termes de rayonnement et de notoriété, parce qu'un jeune Européen qui vient par exemple en Normandie, quand il repartira dans son pays, il pourra aussi faire la promotion de la Normandie. Et inversement, un jeune Normand qui part à l'étranger pourra faire la promotion et être l'ambassadeur de sa région à l'étranger. Et dernier impact aussi, il y en a beaucoup d'autres, mais dernier impact sur lequel je souhaite insister, c'est l'impact aussi vraiment de la solidarité à l'échelle locale. Parce qu'on a parlé de mission de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, mais ce qui existe aussi dans le Corps européen de solidarité, c'est ce qu'on appelle les projets de solidarité. En fait, ce sont des projets qui ne nécessitent pas forcément de mobilité, qui peuvent se dérouler à l'échelle locale, des jeunes du territoire qui se mettent ensemble. Il faut être en fait au minimum 5 jeunes pour mener un projet de solidarité. Et ils peuvent déposer un projet d'intérêt général à l'échelle locale et bénéficier de subventions et d'accompagnement dans le cadre du Corps européen de solidarité pour ça. Et donc en fait c'est du gagnant-gagnant au final. C'est gagnant pour les jeunes puisqu'ils acquièrent des compétences, et c'est gagnant pour le territoire puisque c'est des missions d'intérêt général pour le territoire et pour la communauté locale qui se mettent en place. Merci beaucoup Mathieu. Voilà encore des idées pour nos jeunes. Toujours sur la thématique lancez-vous seul en mobilité individuelle ou lancez-vous en groupe dans un engagement citoyen. Pour rebondir sur vos propos, nous allons maintenant découvrir le témoignage d'Anna Pic, qui est une élue de Cherbourg. Donc nous repartons à l'autre bout de la Normandie pour écouter Anna Pic qui témoigne de ses pratiques en tant qu'élue au niveau de la mobilité internationale. À Cherbourg-en-Cotentin, quand on est dans mon bureau, et là juste en face de moi, je le vois, j'ai l'horizon, j'ai la mer, j'ai les bateaux. Mais une île, une presqu'île, c'est aussi une difficulté pour partir. Et le problème de la mobilité, c'est que ça n'engage pas seulement une difficulté à se déplacer, c'est aussi un problème de mobilité sociale, de mobilité professionnelle. Et il est donc extrêmement important que la jeunesse de notre territoire ait suffisamment confiance en elle, qu'elle ait suffisamment les codes pour se dire « moi je peux, moi j'ai le droit et oui je vais le faire ». La mobilité, c'est un levier d'abord de confiance en soi, parce que ça veut dire qu'on est en capacité de s'adapter. S'adapter à des situations, d'accepter de ne pas toujours être en accord avec les autres, de ne pas être simplement dans du communauté du même. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir le don d'ubiquité. On est chez soi, on est au Japon, on est aux États-Unis. Et en même temps, la réalité, c'est qu'on est dans des réseaux, ça veut dire dans des groupes d'affinités. On est rarement confronté à l'autre, à l'expérience de la différence réelle. Et la nécessité de la mobilité, c'est la nécessité de comprendre qu'on n'est pas seulement un nombril dans ce monde. On est aussi des gens qui ont un point de vue, et qu'un point de vue différent peut être un point de vue intéressant qui vient enrichir. Et chaque fois qu'on s'en va, et chaque fois qu'on revient, ou chaque fois qu'on accueille, parce que la mobilité c'est aussi de l'accueil, eh bien on ouvre son esprit, on ouvre ses perspectives, et on permet aussi aux autres d'être mieux accueillis et de mieux entendre à la fois ce qu'on est et ce que sont les autres. Alors on choisit la mobilité internationale, la mobilité européenne, ou bien l'accueil de personnalités, l'accueil d'étudiants, l'accueil du monde. Et ça permet comme ça de se construire petit à petit. Ça permet aussi de se créer des opportunités, de se donner confiance, de réaliser qu'on est finalement en capacité de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. C'est un véritable levier de bien-être, levier de confiance, et ça permet aussi de s'enrichir, d'acquérir des compétences nouvelles, des connaissances nouvelles, et d'avoir pas seulement des expériences professionnelles, mais aussi d'avoir des vraies expériences de vie. On a créé un nouveau budget, qui permet en fait de lancer 2 fois par an des appels à projets, des appels à projets internationaux pour l'éducation nationale et pour le monde associatif. On permet en fait de donner le premier rapport et de trouver les autres fonds pour pouvoir mener des projets. Mais pour beaucoup de gens, et je dirais même pour la majorité des gens, partir c'est pas si simple, et il y a des gens qui ne partent jamais. Alors offrir cette possibilité de partir d'abord dans un cadre collectif, encadré, pédagogique, ou dans le cadre de l'éducation populaire, eh bien ça permet d'avoir cette première expérience qui fait dire « Ah ben j'y arrive en fait ». Bien sûr, ils auront peut-être tous des expériences individuelles. Mais la première fois,
il est important qu'on ait un peu cette culture de la mobilité. Et c'est vraiment une culture, et on sait que dans la Manche, on a cette problématique-là très très particulière d'un manque de mobilité combiné à un manque d'ambition. Le deuxième budget associatif, il sert pas seulement à la mobilité de la jeunesse seulement, il sert de manière générale aussi donc à sensibiliser sur ce que c'est que la solidarité internationale, qu'est-ce que c'est être citoyen du monde, citoyen européen, toutes ces formes-là, et puis il y a les projets de solidarité. Et bien en fait, les pays du Sud, ils sont aussi désirables pour nous que les pays du Nord sont désirables pour ceux du Sud, et puis que nous avons tous des expériences à partager. Et lorsqu'on fait des projets avec le reste du monde, on en prend tous quelque chose et ça enrichit tout le monde. Et c'est vraiment un levier fantastique. Et ça a été un axe majeur, donc dès 2016, de mettre en place ce projet-là, ce budget de l'éducation, pour l'éducation nationale notamment et pour les associations. Ça a permis qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'établissements qui portent des projets Erasmus et Erasmus+, dans l'éducation populaire évidemment, mais aussi dans les établissements scolaires. Ça veut dire que le petit levier qu'on a donné au départ, eh bien, il a donné l'envie et les enseignants, notamment les équipes pédagogiques, ont compris tout ce que ça pouvait apporter dans la relation à l'élève, mais aussi dans la pratique pédagogique, dans l'envie finalement d'apprendre une langue, de découvrir un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment cette idée de prendre son autonomie d'abord et son indépendance ensuite. Un projet collectif, c'est une première autonomie, et puis ensuite, on sera en capacité de prendre son indépendance et de construire sa personnalité et sa pensée. C'est quelque chose, et des fois, quand je vois des jeunes qui ont un peu peur, qui hésitent, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça grandit tellement, on grandit tellement quand on est détaché à un moment, et on sait qu'on revient. Donc si on revient, on va à nouveau apporter quelque chose. Voilà, on rend quelque part. Nous vous retrouverons, nous étions dans la Manche et je vous propose d'aller dans le Calvados rejoindre un autre passionné élu de la mobilité internationale et européenne, Sébastien Delanoë. Je vous laisse, Sébastien, vous présenter. Bonjour. Voilà, Sébastien Delanoë, donc je suis adjoint au maire à la ville de Cabourg en charge de la jeunesse et des affaires scolaires et également fonctionnaire à la ville de Deauville puisque je suis responsable du secteur aussi enseignement jeunesse et sport dans cette commune. Donc vous, à Cabourg, puisque vous êtes élu à Cabourg, vous avez une politique extrêmement dynamique, je crois, de l'international, comme à Deauville par ailleurs, avec l'accueil de jeunes volontaires à l'étranger, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dispositif-là ? Alors, peut-être d'abord, si je peux me permettre, poser les bases de cette action, parce que c'est vrai que c'est pas né comme ça tout seul. On est parti de diagnostic il y a une quinzaine d'années de notre jeunesse. On avait constaté une très faible mobilité quasi nulle à l'international, mais surtout même mobilité quasi nulle localement. Difficile de traverser le fleuve, que ce soit la Dive d'un côté ou même la Touques de l'autre. Une population qui, contrairement aux images des communes, qui vit à l'année, qui est pas forcément à l'image de ses touristes, et avec une population socialement aussi avec des difficultés. Et du coup, l'enjeu a été de donner l'idée déjà de bouger pour aller à Caen, pour aller sur d'autres communes voisines, et de s'ouvrir aux autres cultures. Et au fil du temps, on a essayé de nouer les différents acteurs autour de ce projet. Donc on a commencé par le comité de jumelage. Cabourg est jumelé avec 11 villes. Et on a essayé après d'y associer le monde éducatif. Et le service jeunesse est également constitué autour de cet axe majeur. Et au fil du temps, on a réussi à créer des projets dans le monde scolaire, des projets dans le monde loisir, que ce soit sur du périscolaire ou de l'extrascolaire. On a réussi à travailler avec les associations locales pour envoyer des jeunes à l'étranger, mais aussi en accueillir. Et cette ouverture culturelle nous a amené au fil du temps justement à créer ces volontariats. Et des jeunes qui ont pu commencer à partir en CP dans la Manche par exemple, ou à partir en CE2 en Angleterre, finalement quand ils commencent à arriver au collège ou au lycée, ils souhaitent voir d'autres choses. Et c'est là où ils viennent nous voir, c'est là où on commence à les accompagner, c'est là où on a créé ce partenariat aussi avec le CITIM. Et
où on a pu aussi, du coup, accueillir des jeunes, que ce soit en job d'été, par exemple, du Canada, on avait commencé comme ça, ou de notre ville jumelle Bromont, à côté de Montréal, ou que ce soit des jeunes en service civique du Sénégal. Et là, c'est avec notre ville jumelle d'Oussouille, qui est en Casamance. On vous sent quand même passionné, hein? Donc c'est la raison aussi pour laquelle il nous faut des élus passionnés pour porter ça, parce qu'on voit bien que c'est vraiment dans les 4 coins du monde. Vous vous servez des comités de jumelage, vous nous parlez d'une mobilité locale, territoriale, puis une mobilité ouverte, une mobilité entrante, l'accueil de jeunes étrangers, une mobilité sortante. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux élus qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple ? Moi, j'ai envie plutôt de passer un message de persévérance, parce qu'effectivement, il faut d'abord y croire soi-même, croire à l'ouverture culturelle sur les autres, c'est la base, croire aux besoins des jeunes par rapport à ça. Il y a différents mots aujourd'hui dans le monde, et notre petite touche, notre petite action en tant qu'élu, elle est vraiment sur les uns et les autres, sur chaque individu, et c'est par l'intermédiaire de ces actions. Donc, de la persévérance pour monter un réseau, le réseau avec nos partenaires à l'étranger pour s'assurer que les jeunes soient accueillis dans une sécurité à l'étranger, construire de la confiance, que ce soit avec les partenaires comme avec les jeunes, et puis de la persévérance, parce que c'est vraiment avec le temps que les réflexes de s'ouvrir aux autres se construisent au niveau des jeunes, que cette idée de construction de projet, que ce soit dans les acteurs éducatifs ou para-éducatifs, se construisent, que leur envie aussi, parce qu'il faut aussi que les acteurs eux-mêmes y croient. Il faut qu'eux aussi aient envie de bouger avec des groupes de jeunes. Et ça, c'est très important. Et on ne peut rien faire sans ça. Donc il est important de travailler ça, de les inciter à essayer, de les inciter eux-mêmes, les acteurs, à bouger. Donc ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande soi-même d'aller bouger pour voir ça. Et puis au fil du temps, on arrive à avoir quelques impacts quand même sur le territoire. Donc le mot-clé pour les élus, c'est persévérance dans la longueur et dans la construction des projets sur le long terme. Merci beaucoup Sébastien. Nous avons maintenant le témoignage de Céline en reportage vidéo qui va illustrer vos propos. Sébastien, merci beaucoup de votre témoignage. Salut à tous, je m'appelle Céline, j'ai 22 ans et je viens de Normandie. Je suis partie à Manchester dans le nord de l'Angleterre. 3 mois et demi, de mi-septembre à fin décembre 2020, avec le Corps européen de solidarité et l'association Pitor qui m'a accompagnée. Au début, comme j'avais pris la décision de prendre une année de césure, je ne savais pas si j'allais pouvoir partir avec le Covid, si j'allais réussir à comprendre les autres et si j'allais me faire des amis sur place. Mais tout ça s'est très vite envolé lorsque j'ai rencontré ma colocataire Sonia. Ça a été le vrai coup de foudre amical. On a réussi à faire plein de choses malgré les restrictions, comme voyager dans le pays et rencontrer un tas de gens géniaux. Si je devais partir, je le referais sans hésiter. Vous ne tirez de cette expérience que du positif. Nous retrouvons Reporter Normandie Jeune pour les questions sur cette deuxième thématique. Lou, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis là, Anne. Donc, une question d'Audrey déjà. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de la participation des primaires, des lycéens, mais je trouve, et Audrey trouve aussi, qu'on ne parle pas assez des lycéens professionnels. Et ils sont souvent oubliés, on peut le voir, ils nous le disent souvent. Quels sont les dispositifs qui existent pour eux ? Alors, moi, je peux répondre, même si je suis l'animatrice. De nombreux lycées professionnels, et là, nous avons des professionnels, des professeurs de lycées professionnels présents, de nombreux lycées professionnels ont mis en place des Erasmus+, des programmes Erasmus+, qui permettent à des jeunes d'effectuer des mobilités en stage professionnel, en entreprise ou dans des centres de formation, sur des périodes allant de 15 jours à 8 semaines. Et pour l'ensemble de la Normandie, nous avons à peu près 82% des lycées professionnels en capacité maintenant, au jour d'aujourd'hui, de proposer ces programmes Erasmus+ à nos jeunes. Et je pense que Dylan a fait partie de ces jeunes à qui on a proposé ce parcours exceptionnel pour les jeunes. Voilà. D'accord, merci pour la réponse. Est-ce que nous avons des questions pour les élus, Lou ? Oui, je vais en trouver. Il y a Roger qui nous demande au niveau de l'accueil de volontaires étrangers, c'est un levier pour le territoire de Cabourg, mais à quel point ce levier est important pour la ville ? Sébastien, je vous laisse répondre.
Oui, effectivement, c'est un levier très important. Je prends l'exemple des Québécois. En fait, l'impact, on va le trouver sur la population locale. Notre projet, ça a été d'intégrer ces jeunes-là dans les services quotidiens dédiés à la jeunesse, en particulier aux services, au centre de loisirs, au périscolaire et dans les écoles. Je prends 3 exemples. Les assistants américains qu'on accueille, qui sont dans les écoles, qui sont dans les services périscolaires, qui parlent en anglais de manière totalement ludique et totalement fortuite aux enfants, permet de travailler la langue de manière différente qu'en classe et complémentaire à la classe. Je prends un autre exemple, l'accueil en service civique de Québécois comme animateurs au centre de loisirs. Lorsqu'ils parlent québécois, français québécois aux enfants de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, les réflexes des enfants, les interrogations des enfants par rapport aux mots français qui veulent dire des choses différentes sont une richesse culturelle complémentaire. Et enfin, les services civiques qu'on accueille comme animateurs aussi du Sénégal. Et là, c'est un partage culturel énorme pour nos enfants. Et ce partage, on est en train de l'ouvrir dorénavant aux adultes, puisqu'on va créer, dès que les conditions sanitaires vont le permettre, différents ateliers et rencontres entre les jeunes étrangers qu'on accueille pour les jeunes à la base et les enfants, mais aussi leur permettre d'avoir des échanges linguistiques, des échanges d'ouverture culturelle avec la population locale. Donc ce travail-là, il est vraiment pour la population locale et permettre du coup à la population locale de mieux s'ouvrir vers aussi les cultures étrangères qui viennent visiter nos villes toute l'année. Voilà des exemples de l'engagement des élus au service de la mobilité sur leur territoire et l'ouverture au monde du territoire. Avant de rejoindre Mathieu pour notre dernière thématique, je vous propose de remonter dans le train. Donc nous allons quitter Cabourg pour passer à Elbeuf. C'est une visite en train. Tout le monde, embarquement immédiat. Hey, je suis Laura et je suis la machiniste du train de la mobilité. Aujourd'hui, je te vais ramener avec moi pour découvrir un voyage incroyable. Pendant notre voyage, nous allons nous arrêter plusieurs fois. Et tu découvriras avec moi beaucoup de possibilités pour partir à l'étranger. Tu es prêt ? Une expérience à l'étranger, ce n'est pas seulement un moyen d'enrichir ton CV. La rencontre avec l'autre, l'immersion dans une nouvelle culture ou encore l'apprentissage d'une langue étrangère représentent une véritable richesse personnelle et professionnelle. Dans une société composée de multiples cultures, accroître ses compétences interculturelles est fondamental pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours facile de s'y trouver quand on est jeune et que l'on souhaite partir à l'étranger. Quels sont les dispositifs ou les démarches à entreprendre? Par où commencer? Pour répondre à ces questions, la MJC a réuni 15 jeunes, volontaires et bénévoles pendant une semaine et leur a proposé de réaliser des cours vidéo de présentation des dispositifs de mobilité, tels que les services civiques internationaux, les passes-monde, les corps européens de solidarité, les volontariats internationaux en entreprise, Erasmus+, les dispositifs de solidarité internationale ou encore les dispositifs de l'OFAGE. Ces vidéos ont été réalisées dans le cadre du Train de la mobilité, événement organisé par les Corémo. Mais le travail autour de l'international continue à la MJC. Si l'idée de partir à l'étranger te trotte dans la tête depuis un moment, n'hésite pas à contacter le relais mobilité de la MJC de la région d'Elbeuf. Un grand merci aux jeunes participants et à très bientôt à la MJC de la région d'Elbeuf. Nous voici arrivés à destination. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Nous allons retrouver Mathieu pour notre dernière thématique, l'impact de la mobilité sur les professionnels. Mathieu, je vous laisse vous exprimer avec le regard de l'expert et de l'agence. Alors oui, l'impact il est aussi très fort sur les professionnels et notamment au sein des dispositifs Erasmus+ et Corps européen de solidarité. Il y a aussi un objectif de renforcer les capacités des travailleurs de jeunesse. Alors il y a plusieurs vecteurs pour ça. Par exemple, au sein du programme Erasmus+, il y a une action qui s'appelle Mobilité des acteurs de jeunesse, qui permet en fait à des acteurs du secteur de la jeunesse, donc ça peut être des professionnels au sein d'associations, des agents au sein des services jeunesse des collectivités ou même des bénévoles au sein du secteur jeunesse, et ben ça leur permet de monter des partenariats avec leurs homologues d'autres pays européens pour échanger des bonnes pratiques ou monter en compétences.
Également, au sein de l'agence, on a toute une politique de coopération avec d'autres agences nationales en charge du programme Erasmus, donc dans d'autres pays européens, et des politiques aussi de formation dont le but est aussi de renforcer les capacités des travailleurs de jeunesse. Donc en allant s'enrichir de ce qui se fait ailleurs, ça renforce aussi les compétences des professionnels de la jeunesse. Et dans ce contexte-là aussi, ce que l'on souhaite faire aussi, c'est outiller davantage les professionnels de la jeunesse pour aussi mieux reconnaître les compétences qui sont acquises par les jeunes dans le cadre de leur mobilité européenne ou internationale. Et là, on a une feuille de route assez ambitieuse là-dessus, une feuille de route qui consiste d'abord à renforcer l'accompagnement, donc l'accompagnement des jeunes par les professionnels. Donc en fait, l'idée, c'est que du point de vue de l'agence, l'accompagnement, ça a une place vraiment centrale dans le processus de reconnaissance et de valorisation des compétences acquises dans le cadre de la mobilité. Et en fait, pour favoriser cette compréhension, donc à l'agence, on a mis en place des formations qui s'appellent VAMI, Valorisation des acquis de la mobilité internationale. Donc en fait, des formations qui ont d'abord été expérimentées en Nouvelle-Aquitaine et qu'on cherche maintenant à déployer sur l'ensemble du territoire national. Et on a organisé une session de formation en Normandie en 2020, avec l'idée, l'objectif d'outiller un réseau d'acteurs au processus d'accompagnement des jeunes. Et ce qu'on souhaite faire aussi pour mieux outiller les professionnels, c'est renforcer la visibilité et la lisibilité des outils de reconnaissance et de valorisation des compétences. Puisque donc l'analyse que l'on fait, c'est qu'il y a une multitude d'outils. Donc là, notre objectif, c'est pas de créer un seul outil parce qu'on pense que ce serait pas forcément la solution, mais de rendre plus visibles et plus lisibles les outils qui existent. Donc là, l'objectif qu'on a, c'est de créer un espace en ligne qui recense et outille justement sur ces outils de reconnaissance et de valorisation des compétences acquises par les jeunes. Donc l'idée, c'est là aussi d'outiller les professionnels du secteur jeunesse. Et ce que l'on souhaite faire aussi dans ce contexte-là, c'est encourager les liens entre éducation formelle et éducation non formelle et aussi le marché du travail. Et l'idée de développer un langage commun, une culture commune entre tous les secteurs, donc que ce soit non formel, informel et formel évidemment. Et l'idée d'organiser des temps de rencontre entre ces différents secteurs. Et je pense que l'initiative aussi d'aujourd'hui, ça en est une bonne illustration, puisque dans la liste des participants et des inscrits, et dans les intervenants qu'on a eu, on a à la fois des collectivités territoriales, des associations d'éducation populaire, des établissements scolaires aussi. Donc je pense que c'est vraiment bénéfique à tous et gagnant pour tous. Voilà, merci beaucoup Mathieu, parce que c'est une transition rêvée pour l'animateur, enfin le voyageur, le voyagiste. Donc nous allons maintenant rencontrer un professionnel de l'éducation jeunesse, puis nous aurons aussi des témoignages de l'éducation formelle, puisque des professionnels bien formés peuvent accompagner de manière adéquate les jeunes. Salomé, bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour Anne, donc je suis Salomé, je suis chargée de mission mobilité européenne et internationale à la Maison de l'Europe de l'Eure à Évreux. Et donc c'est mon premier emploi en fait. Voilà, je commence juste mon parcours professionnel et moi j'ai effectué donc 3 mobilités. Je suis un petit peu accro, on va dire, à la mobilité, donc qui ont jalonné tout mon parcours au niveau des études, mes expériences professionnelles et qui m'ont amené maintenant à finalement parler de mobilité dans mon travail. Donc vous êtes en train de me dire que vos mobilités antérieures quand vous étiez en études ont généré l'envie de faire un métier autour de la mobilité et de rendre ce que vous avez reçu. Finalement. Totalement. En fait, ça a fait naître ma vocation, tout simplement. Donc, à la base, c'était un stage de fin d'études, et puis faire mes études à l'étranger, et puis aussi être professionnelle à l'étranger, voilà. Et ça a mené à ce que je fais maintenant, et ça me nourrit d'ailleurs tous les jours de me dire que j'utilise mes expériences passées, toutes les compétences que j'ai apprises, tout ce savoir-faire, mais aussi cette confiance en soi. On l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais effectivement, partir à l'étranger, ça permet de se dire qu'on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités. On acquiert aussi une certaine audace de se dire j'ai été capable de le faire à l'étranger, je me suis retrouvée dans telle ou telle situation, donc en fait pourquoi pas, allons-y, tentons notre chance et voilà. Mathieu nous a parlé de l'accompagnement des jeunes, fondamental pour leur permettre d'oser partir. Et vous, en tant que professionnel, comment voyez-vous cet accompagnement ? Moi, je le vois vraiment individuel, en fait, parce que chaque jeune est différent, chaque jeune a son parcours, son histoire, son vécu, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le fait à la Maison de l'Europe de l'Eure, c'est en rencontrant les jeunes, en essayant, en fait, au début de semer la petite graine, de semer l'idée de ce qui est possible, de leur montrer qu'il y a des opportunités. Certains s'en saisissent maintenant, pour d'autres, ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être même plus tard dans leur parcours professionnel, mais on essaie à chaque fois de s'adapter à notre public et de faire en sorte un petit peu de décloisonner tout ça, de démystifier la mobilité, de faire en sorte qu'elle soit en fait
que ce soit un objectif à atteindre pour tous, un objectif qui leur paraisse proche d'eux. Donc leur donner confiance, c'est ça, et puis travailler avec eux le projet. Donc là, nous allons voir, pour illustrer les propos de Salomé, une vidéo de Simeone, qui lui est devenu un véritable globe-trotter. Je vous laisse découvrir ses aventures. Je suis Simone, j'ai 26 ans et je viens d'Italie. J'étais toujours intéressé aux cultures étrangères et à partir de 20 ans, j'ai commencé à voyager par le monde entier. Bon, pendant mes études à l'université, j'exploitais toutes les possibilités de voyage et ça m'a permis de vivre dans différents pays, en Europe et en Asie, en faisant des expériences inoubliables. Maintenant, je me trouve en France, à Rouen. Grâce au Corps européen de solidarité, je suis arrivé ici en septembre et j'ai l'opportunité de vivre ici et connaître mieux la culture française. Commencer à voyager, c'est la décision la plus importante et la plus positive de ma vie. Il y a beaucoup de raisons pour voyager, nous permettre de découvrir nos passions et nos faiblesses, nous offre la chance de regarder la réalité différemment et encore d'apprendre une nouvelle langue et de rencontrer une nouvelle personne. N'hésitez pas à partir. Il n'y a rien à perdre, mais tout à gagner. Je suis convaincu qu'une fois commencé, sera difficile à se fermer. Bon courage! Nous accueillons maintenant Lucien Grillet, professeur d'histoire-géographie au lycée Sangor d'Évreux, qui va nous parler de son projet assez extraordinaire. Bonjour, monsieur Grillet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre projet ? Avec plaisir, merci de m'accueillir sur ce plateau. Écoutez, c'est un projet qui est né par hasard en 2014. Quand je l'ai fait une première fois, je ne pensais pas du tout qu'il fonctionnerait encore aujourd'hui. Donc il s'agit, on lui a donné un nom puisqu'il perdurait, c'est Histoire partagée au singulier et Mémoire partagée au pluriel. Et ce projet, ça a été d'abord de découvrir un site de la bataille de Normandie, de rencontrer des vétérans. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était faisable, que ça marchait très bien avec les élèves, non seulement de rencontrer les vétérans, mais aussi les associations qui les accompagnaient, les musées parfois qui les hébergeaient ou qui les mettaient en valeur, et des collectivités locales qui, là aussi, essayaient d'entretenir cette mémoire. Et puis je me suis aussi rendu compte, moi-même je ne suis pas normand, mais que les Normands ne connaissaient pas forcément toujours leur histoire, en tout cas dans mon établissement. Et donc ça s'avérait un projet apparemment utile. Et de fil en aiguille, mais ça m'a amené à changer mes pratiques. C'est-à-dire que je ne voulais pas arrêter, et je voyais bien qu'il y avait une demande qui était de part et d'autre. C'est-à-dire que les élèves voulaient continuer, voulaient avoir des nouvelles, des gens qu'ils avaient rencontrés. Ils voulaient un contact un peu plus individuel. D'un autre côté, moi évidemment, c'était une aventure extraordinaire de rencontrer des gens différents, des vétérans, mais aussi des témoins, des civils, des Français, des Britanniques, des Américains. Là, on travaille en ce moment avec un établissement en Allemagne pour essayer de faire pour l'instant par visioconférence, mais on prépare une mobilité pour faire des commémorations, par exemple, en particulier à Mauthausen en Autriche. Donc, l'objectif du projet, c'était vraiment aller à la rencontre de l'autre pour comprendre l'histoire et la partager. Et la mobilité là-dedans, est-ce que c'est une plus-value? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que vous pouviez faire sans la mobilité? Là, cette année, on a appris qu'on pouvait faire sans la mobilité jusqu'à un certain point. On a fait quelques visioconférences avec des témoins en Angleterre, par exemple, ou à Lillebonne, pas très loin d'ici. Mais il y a une frustration, ça ne peut pas durer. Il va falloir retourner sur le terrain. Il faut absolument, les enseignants comme les élèves ont besoin de ce contact et de rencontrer. Là, maintenant, les témoins se font plus rares sur cette période-là. Mais histoire partagée, mémoire partagée, c'est pas forcément que la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est en train de réadapter. Après avoir publié un recueil de témoignages, on essaie de voir aussi ce que ça nous permet de faire, c'est-à-dire aller sur des salons du livre, traduire le témoignage en anglais, en allemand. Ça ouvre d'autres perspectives. Voilà. Et la rencontre physique entre les gens, qu'est-ce que ça génère de plus par rapport à une rencontre en visioconférence? C'est-à-dire que vous préparez les élèves à un exercice qui a l'air d'être habituel en classe, c'est-à-dire préparer des questions pour quelqu'un. Et puis en fait, quand ils rencontrent cette personne, en petit comité en général, en fait, il y a la présence de la personne, le charisme, et aussi, ils disent parfois, ces élèves, qu'ils ont rencontré l'histoire elle-même. Alors après, il y a tout un travail sur le contexte historique, c'est-à-dire pourquoi peut-être à tel endroit, là, ça a été plus violent qu'à d'autres endroits, et on est exactement dans la démarche de l'historien.
Donc la rencontre, elle est exceptionnelle. Alors elle crée de l'émotion, et il faut se servir de cette émotion pour créer de la connaissance, pour essayer de créer une culture sur l'histoire, mais aussi sur la paix, sur les enjeux actuels. Donc des rencontres basées à la fois sur des choses intellectuelles, un partage intellectuel et beaucoup d'émotions qu'on ne peut véhiculer que quand on rencontre réellement les gens. Merci beaucoup, Monsieur Crier, de votre témoignage riche. Reportage, nous allons aller sur un trajet Caen-Le Havre. Nous repartons dans le train. Allez, tout le monde monte. Le CITIM accompagne des professionnels de jeunesse, que ce soit élus, enseignants et animateurs, pour favoriser l'accueil ou l'envoi de jeunes à l'étranger et être accompagnés sur leurs projets. Suite à des ateliers d'écriture animés par le CITIM, 5 jeunes ont mis en voix et en mouvement leur expérience à l'étranger en racontant leurs questionnements, souvenirs et émotions. Ils ont montré aussi à travers leurs textes en quoi cela a changé leur vision d'eux-mêmes et de la société. Dans le cadre du train de la mobilité, en s'appuyant sur les témoignages de jeunes Caennais, un échange de pratiques entre Le Havre et Caen a été organisé afin que les professionnels et les jeunes puissent mieux connaître les possibilités sur leur territoire. Dès que cela sera possible, les 5 jeunes participants au train de la mobilité partiront à la rencontre d'autres jeunes normands pour leur transmettre leur expérience et le goût de l'ailleurs. Dernier invité sur notre plateau, Arnaud Servan, je vais vous laisser vous présenter sur le thème de la mobilité et l'impact sur les professionnels. Qui êtes-vous ? Bonjour Anne, je suis Arnaud Servan, je suis animateur jeunesse à la Maison pour tous Léo-Lagrange à Cherbourg-en-Cotentin. La mobilité internationale, je suis tombé dedans petit en tant que personne et il y a assez longtemps en tant que professionnel. Il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites là depuis le début de l'émission. Quand on est professionnel de jeunesse dans une structure, accueillir des jeunes étrangers, c'est vraiment un soutien à plein de choses qu'on souhaite développer avec les jeunes et avec nos collègues, avec nos partenaires. Des choses qui sont difficilement explicables mais très efficientes. Pour des jeunes qui ne participent pas directement à des mobilités, voir les grands frères de 17 ans, les grandes sœurs participer à un échange et eux-mêmes accueillir des jeunes dans la structure dans laquelle ils sont tous les jours, ça a des effets citoyens, on dit, quand on est poli, qui sont assez magnifiques. Et en termes d'accompagnement, nous, professionnels de la mobilité, je dis nous parce qu'on est plusieurs dans la salle et on est un réseau actif en Normandie, on est de grands privilégiés parce que ces périodes de changement, on les vit avec les jeunes et on a dit tout à l'heure qu'il y a un avant, un pendant et un après et c'est quand même assez magique pour nous de se rendre compte des effets de la mobilité internationale et de la rencontre. Donc, moi j'encourage. Oui. Allez-y Arnaud, je vous en prie. J'encourage mes collègues qui n'ont pas encore expérimenté la mobilité internationale à le faire pour eux-mêmes en tant que pros et à voir comment ça a des effets dans notre travail au quotidien, même si on ne traite pas de mobilité internationale, dans les centres de loisirs, etc. Je sais que vous travaillez beaucoup en réseau avec l'éducation non formelle, vos collègues, et aussi avec l'éducation nationale, finalement. Vous avez créé des réseaux et vous êtes très mobile aussi autour de ces projets qui réunissent les uns et les autres, je pense. Oui, vous travaillez beaucoup avec les lycées professionnels de Cherbourg, je Tout crois. à fait, les lycées, les maisons familiales et rurales, les lycées d'enseignement général. Et oui, la question de la mobilité, il ne faut pas que ça soit un concept pour nous, professionnels. Et d'aller à la rencontre de jeunes en Normandie, c'est de la mobilité. Et ça nous fait bouger, échanger, nous aussi. Voilà, donc une mobilité intersectorielle aussi, entre les professionnels de la mobilité, éducation formelle, éducation non formelle. Merci beaucoup Arnaud.
Moi, je voudrais revoir Lou de Normandie, reporter. Est-ce qu'on a des questions? Oui, je suis toujours là, Anne. En effet, plusieurs questions. C'est déjà votre façon de travailler en tant que professionnel. Comment ça a changé, que ce soit avec vos collègues ou même avec votre public? Et si ça a vraiment beaucoup changé, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, s'il vous plaît? Donc on va laisser répondre Arnaud, et si un autre professionnel souhaite répondre, Pauline est à votre disposition avec le deuxième micro. Arnaud. J'ai pas d'exemple concret, mais effectivement, ça va être peut-être plus facile à comprendre quand on prépare un projet de mobilité avec des collègues en Allemagne, en Angleterre, en Turquie ou au Maroc. Évidemment, on est confronté à d'autres réalités qui font que dans notre intervention au quotidien, on apprend plein de choses, on développe, et il y a une de mes collègues qui a dit tout à l'heure qu'on osait et on avait de l'audace, et ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'un autre, Monsieur Grillet, peut-être? Oui. Oui, merci. Effectivement, quand on commence un projet en tant qu'enseignant, on est souvent seul, et la difficulté, c'est d'avoir du temps pour libérer les classes, par exemple une journée entière, voire plus. Et c'est le moment où on peut justement faire connaissance avec d'autres collègues, avec d'autres pratiques, et puis que les élèves se rendent compte aussi que même si on travaille différemment, on a les mêmes objectifs et qu'on peut arriver au même objectif en prenant différents chemins. Merci. C'est un témoignage très précieux aussi pour l'ensemble des professionnels. Montrer aux jeunes, effectivement, que les chemins sont différents pour arriver au même endroit. Merci beaucoup, Monsieur Grillet. Salomé, peut-être? Nous, effectivement, ça se rejoint, on ose plus, on prend aussi des bonnes pratiques lorsqu'on est amené à travailler avec des partenaires étrangers. On apprend et on transmet, et c'est vrai que je pense que en fait, finalement, ce qui change, c'est qu'on se remet en question et on change au fur et à mesure, on s'adapte et on ne reste pas figé dans nos pratiques professionnelles. Et même nous, en faisant de la mobilité, comme ça a été mentionné un petit peu plus tôt, en partant en job shadowing, en partant se former à l'étranger, on apprend de nouvelles choses et on ne reste pas figé, on s'adapte, on apprend de nouvelles choses et surtout on transmet de nouvelles façons et de nouvelles choses. Super, merci beaucoup Salomé. Une autre question peut-être, Lou? Oui, là on a parlé du côté professionnel et il y a certains de nos auditeurs qui se demandent aussi du côté personnel. Comment ces expériences ont pu changer votre regard sur le monde? Arnaud, je te laisse réagir. C'est pas facile les questions là le matin. C'est des questions très personnelles. Évidemment, ça fait changer mon regard sur le monde, mais je pense que le plus important, c'est aussi d'accompagner et de comprendre et d'aider à comprendre avec des jeunes, donc il y a l'intergénérationnel aussi, cette nouvelle vision du monde. Et c'est l'intérêt de notre position d'accompagnateur aussi. Voilà. Merci. Monsieur Grillet, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Est-ce que vous, personnellement, ça a changé quelque chose d'aller faire ces échanges assez extraordinaires autour de votre matière, qui est l'histoire, mais avec d'autres gens? Quand on rencontre des associations ou bien des élus ou des directeurs de musées ou des guides qui vivent littéralement la rencontre avec un vétéran, avec des témoins, et qui sont anxieux que cette mémoire se transmette, c'est très important. Je crois que ça change la façon de voir les choses. Déjà, je connaissais très mal le milieu associatif et j'ai mieux compris ce que ça voulait dire, que de s'engager aussi, de donner son temps bénévolement pour les autres. Donc faire tomber les représentations des uns et des autres. Donc c'est important aussi. Merci beaucoup. Salomé, peut-être une dernière intervention. Oui, un dernier mot. Donc effectivement, la vision sur le monde et sur les autres, elle change totalement parce que elle s'ouvre, tout simplement. Elle s'ouvre. On ouvre un éventail de possibilités, d'imagination, de créativité, et je pense qu'on a tout simplement moins peur. On a moins peur de se dire, on se transforme, on fait de nouvelles choses, on va vers les gens. Et on se nourrit vraiment de ça. Donc je pense que la mobilité, elle nous change. Là, on a parlé du fait qu'elle nous a changé professionnellement, mais personnellement aussi. Après, chacun à son niveau, chacun selon son histoire, mais c'est toujours valorisant et à valoriser. Merci, parce que là, nous avons des mots-clés riches. Est-ce qu'on a une dernière question, Lou, peut-être? Oui, c'est une dernière question. C'est est-ce que vous auriez un message à donner aux jeunes qui veulent s'engager
et même à certains de vos collègues qui souhaiteraient s'intéresser de plus près à cet engagement-là? Un mot chacun. Un seul mot, je vais dire une injonction. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Lancez-vous, n'ayez pas peur, y compris pour les professionnels. Je me permettrai de dire vite parce que il y a beaucoup de choses qui vont trop vite pour nous là. Il faut se dépêcher de soit accompagner, soit faire quelque chose. Ok, donc lancez-vous, n'ayez pas peur, vite. Ben oui, il faut se lancer et il y a plein d'opportunités, ne serait-ce qu'en Normandie et évidemment ailleurs. Donc lancez-vous, allez vite, saisissez les opportunités. Ça, c'est les messages par rapport aux professionnels. Merci à vous. Donc nous voilà repartis pour Deauville, dans le train de la mobilité, pour comprendre ce que les jeunes ont vu et fait. Merci à vous, à tout de suite. La Maison de l'Europe de l'Eure s'embarque pour le train de la mobilité. Objectif, remplir la valise de la mobilité dans le cadre de son trajet Évreux-Deauville. Première étape ce matin, les jeunes participants arrivent à la gare d'Évreux. Ensemble, ils partent pour aller à Deauville et remplir la valise de la mobilité et aussi pour faire une journée de visite et d'animation sur le thème de la mobilité. Notre train va entrer en gare de Trouville-Deauville. Son terminus, prochain arrêt Trouville-Deauville, terminus de ce train. Arrivé à Deauville, premier arrêt, direction le port. Les jeunes peuvent découvrir la ville, mais aussi échanger entre eux et apprendre à se connaître. Pour certains, cela va être un livre, une photo qui rappelle une destination, un voyage en particulier, une anecdote, et pour d'autres, des saveurs en rapportant tout simplement de la nourriture qui rappelle un pays. Top départ, la valise de la mobilité est remplie, chacun a pu échanger sur ses voyages, ses destinations, ses envies de partir à l'étranger. La valise est terminée, dernier stop à la plage pour faire des dernières photos et profiter de cette fin de journée ensemble. C'est l'heure de l'animation à la plage, la valise de la mobilité internationale s'ouvre et se découvre. L'occasion de présenter les dispositifs de mobilité, stage à l'étranger, corps européen de solidarité, de discuter, mais surtout pour les jeunes de nous parler de leur voyage et d'ajouter un objet dans cette valise. Nous arrivons au terme de notre premier voyage, donc nous descendons en gare. Nous avons vu que les choses étaient très très riches, des mots-clés, beaucoup d'éléments sur lesquels nos deux grands témoins, notre expert et puis notre grand témoin vont devoir rebondir. C'est un exercice difficile parce qu'on a eu des mots-clés forts et puissants. Mathieu, je vous laisse vous exprimer au nom de l'agence Erasmus+, sur ce que vous avez entendu. Sur ce que j'ai entendu et peut-être rebondir sur un élément qui ressort de plusieurs témoignages, notamment celui de Sébastien pour la ville de Cabourg ou de Salomé pour la Maison de l'Europe de l'Eure. Ils ont illustré en fait quelque chose auquel l'agence croit beaucoup, c'est la notion de parcours, de parcours d'engagement. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'il y avait toute une palette de dispositifs de mobilité, que ce soit sur des mobilités courtes ou longues, que ce soit à proximité ou plus éloignées. Et pour revenir sur ce qu'on dit depuis le début, que tous les jeunes peuvent y avoir accès, tous les jeunes peuvent aussi bénéficier d'un parcours d'engagement. Et en fait, si un jeune qui n'est jamais sorti de son quartier, de sa ville ou de son village est très éloigné, comme le disait donc Sébastien pour la ville de Cabourg, très éloigné à l'idée de bouger, on peut peut-être lui proposer soit une mobilité courte, parce que dans le cas du corps européen de solidarité, on peut faire une mobilité de groupe en équipe sur des durées de 15 jours par exemple,
ou alors on peut lui proposer d'abord un engagement à l'échelle locale, soit en projet de solidarité, soit en service civique, pour lui donner une première expérience d'engagement et peut-être l'envie après d'aller plus loin et d'aller sur une mobilité plus longue. Donc ça, je pense que la notion de parcours, c'est quelque chose d'intéressant, et ça illustre aussi ce qu'a dit Salomé après, donc qui a vécu trois expériences de mobilité et qui a même continué son parcours en travaillant maintenant dans la mobilité européenne et internationale des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant, et rappeler que ça peut bénéficier du coup à tous les jeunes, et que tous les jeunes peuvent s'y retrouver dans ces parcours d'engagement. Et vraiment le mot d'ordre, mais c'est ce qui a été dit à la toute fin, allez-y, n'hésitez pas, que ce soit pour les jeunes ou pour les professionnels, ce sont des expériences qui peuvent changer, qui vont changer la vie de ceux qui y participent. Merci beaucoup Mathieu. Monsieur le maire, donc allons-y, comment on fait pour y aller, monsieur le maire? Je vous laisse le mot de la fin. Moi, j'ai aussi quand même retenu des échanges de ce matin, c'est que la mobilité, c'est une expérience unique parce qu'elle est multiple. Ouais. Et en fait, c'est vraiment du sur-mesure, et chacun en retire des choses vraiment différentes. Et d'une certaine façon, j'ai vu qu'il y a un engagement de beaucoup de personnes, des enseignants, des professeurs, mais aussi des associatifs, et qu'en fait la mobilité, on n'y arrive pas tout seul. Et on a besoin, il y avait quelqu'un qui évoquait, il y a l'avant et l'après, il faut vraiment bien préparer l'avant, et il faut remettre de l'humain là-dedans. Et donc à un moment donné, on a besoin de faire la bonne rencontre de quelqu'un qui va expliquer ce qu'on peut retirer d'une mobilité, et que ça change aussi sa façon de voir les choses, d'envisager la vie, et que la mobilité, c'est une forme de culture, c'est aussi une forme de réflexe, et c'est un petit peu parfois se faire violence. C'est pas forcément naturel en fait la mobilité, et tout l'enjeu pour l'ensemble des acteurs qui accompagnent ça, c'est de dire c'est pas naturel, d'ailleurs comme l'Europe, parce que finalement l'Europe c'est le seul exemple dans l'humanité d'une union de peuples et d'États qui ne se soit pas fait par la force mais par le droit. La mobilité, si on donne pas un peu le coup de pouce, elle se fait pas naturellement pour beaucoup de publics qui en sont un peu éloignés. Et donc ce que je retiens de ces très très beaux témoignages de ce matin, qui ont de la spontanéité, beaucoup de sincérité, c'est que ces jeunes, c'est des ambassadeurs, et ils sont les maillons d'une chaîne, et ils doivent aussi rendre à ceux qui n'ont pas encore eu la chance qui est la leur, la possibilité d'avoir cette expérience et de transmettre. Et je crois qu'on est dans une chaîne de transmission, et le train, c'est aussi de gare en gare, c'est porter, pas la bonne parole, mais c'est faire ce chemin ensemble, et je retiens vraiment qu'il faut mettre de l'humain, du sur-mesure, et que personne ne vivra sa mobilité de la même façon. C'est une très belle conclusion, hein, monsieur le maire. Vraiment, merci. C'est des mots forts. Donc, j'espère qu'on pourra alimenter cette réflexion qui va se poursuivre cet après-midi, puisque là, nous quittons le train juste pour aller déjeuner en gare. Et puis, cet après-midi, nous vous retrouvons à 13h45 pour les ateliers en visio. Et puis, nous retrouverons nos invités en fin d'après-midi à partir de 15h30 pour faire le retour de ces ateliers et puis la conclusion définitive de notre arrivée en gare pour de grands voyages l'année prochaine, tous vaccinés. Merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Nous vous retrouvons sur le plateau pour notre dernière partie de la journée, le retour des travaux en atelier. Nos animateurs, nos 4 animateurs vont avoir un challenge. Ils vont en 5 minutes chacun nous dire la thématique de leur atelier, le contenu global et les mots-clés de ce qui est ressorti des échanges et les perspectives et les besoins identifiés. Donc nous allons aller assez rapidement. Luce, je vous laisse vous présenter et nous dire tout ça. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille à l'association Avril, une petite association basée sur Coutances dans la Manche. Je suis coordinatrice jeunesse. Et donc, l'atelier que j'ai animé a été très riche. Il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, je vais essayer de condenser un peu. Je ne serai pas du tout exhaustive, mais de ce qui était ressorti, c'était beaucoup la volonté d'agir ensemble à l'échelle d'un territoire. Et surtout autour de la jeunesse et de travailler la mobilité du local vers l'international. On
a aussi un deuxième point qui a été mis pas mal en avant, c'est toujours des manques dans l'information et dans la communication des projets auprès des jeunes, même si c'est un travail qui est initié depuis longtemps. Voilà, il reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Et vraiment la valorisation des projets de jeunes et des témoignages comme ça a été fait aujourd'hui, c'est ce qui est apparu comme le plus efficace, en tout cas auprès des jeunes et des professionnels. Et puis, la thématique de l'atelier était de faire le lien entre l'environnement et la mobilité internationale. Et dans l'atelier est vraiment ressortie cette volonté d'arriver à faire le lien entre les deux, mais aussi pareil, le besoin d'être outillé pour arriver à créer des projets autour de ces deux thématiques qui sont parfois plutôt séparées. Et pour finir, donc la volonté aussi de travailler avec les têtes de réseau. Donc il y avait plusieurs têtes de réseau dans mon atelier qui souhaitaient avoir de l'information aussi pour pouvoir informer et accompagner leur structure. Merci Luce, vous avez été exhaustive et rapide et efficace. Nous pourrions passer maintenant la parole à Arnaud. Le challenge doit être relevé, Arnaud. Donc Arnaud Crochard, moi je suis référent Europe et international à la délégation académique Jeunesse, Engagement et Sport. Donc l'atelier que j'ai animé s'intitulait « Comment mobiliser les jumelages », donc les comités de jumelage, sur les projets pour la jeunesse. Donc en toile de fond, on a beaucoup parlé du contexte, de la crise sanitaire qui finalement, d'une façon optimiste, a été révélatrice de problématiques et accélératrice de projets. La crise sanitaire, paradoxalement, a favorisé effectivement des actions et des dynamiques territoriales, avec notamment des comités de jumelage. On a eu notamment des témoignages. Et ce qu'on retient, et ce qu'on pourrait retenir, c'est vraiment, pour mieux travailler avec les comités de jumelage, de partir de l'existant, travailler avec les acteurs de territoire, de ce qui se fait, montrer aussi à la jeunesse que, quel que soit le contexte et dans la période de confinement, on est bien présent. Travailler aussi avec ces acteurs et les comités de jumelage, de réfléchir, d'avoir des réflexions communes et autour des comités de jumelage, les collectivités, les associations et les jeunes évidemment. Et aussi dans le contexte, la notion de mobilité hybride aussi est apparue. C'est une notion qui n'est pas en tant que telle nouvelle, mais en tout cas c'est un terme qu'on utilise. Et avec les comités de jumelage, leur montrer qu'on peut aussi attirer les jeunes via le numérique, qui est une façon aussi d'attirer les jeunes. Donc pour les comités de jumelage, on doit aussi repenser avec eux les modalités des échanges. Je parlais des problématiques et des réflexions communes, donc voilà, c'est d'échanger avec eux. Alors certaines structures ont témoigné et font partie des conseils d'administration de ces comités de jumelage. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'échange avec ces comités de jumelage. Et donc, voilà, je me répète, mais c'est vraiment ce qui a été dit dans l'atelier, trouver des intérêts communs. Et un intérêt commun, notamment pour les comités de jumelage, j'allais dire, un peu par provocation vieillissant, donc d'attirer des jeunes au sein de ces associations-là. Voilà. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, donc j'ai quand même posé aussi des questions, on avait des élus dans l'atelier. Donc comment un élu peut convaincre d'autres élus de s'intéresser à ces questions-là et d'aller chercher aussi les comités de jumelage. Donc l'élu notamment qui a répondu à cette question difficile, je retiens 2-3 éléments, c'est comprendre vraiment le sens de ce qu'on fait autour de l'interculturel. Donc pas facile pour une élue qui vient d'arriver en plus depuis 1 an sur son mandat, donc il lui a fallu comprendre ce qu'on faisait. Donc de l'intérêt aussi pour un élu de faire de la transversalité entre services et par les projets et de travailler aussi avec les comités de jumelage. Donc de travailler avec le service Relations internationales, le service jeunesse, le service culture. Donc on fait vraiment de la transversalité entre services. Et puis voilà, je terminerai par ça. Ce qu'elle a dit aussi, ça lui a permis aussi paradoxalement de comprendre la vie concrète des jeunes, leurs préoccupations, leur représentation du monde, leur regard sur le monde et s'apercevoir aussi que ailleurs, notamment, on a parlé beaucoup du confinement et de la crise sanitaire, mais que tout n'était pas vécu de la même façon d'un pays à l'autre.
Merci beaucoup Arnaud. Je pense que vous avez soulevé des questions essentielles et peut-être que le réseau Normand'Mobilité sera en capacité aussi de proposer des pistes là-dessus. Danuta, à vous. Oui, bonjour. Donc moi je suis Danuta Jewuski, je suis enseignante dans un lycée agricole à Yvetot et je suis aussi animatrice d'un réseau d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour l'enseignement agricole. J'ai eu le plaisir cet après-midi d'animer un atelier qui avait pour thématique projet culturel et mobilité internationale. Nos principaux témoins étaient constitués, les principaux témoins étaient une équipe d'enseignants avec une élève d'un lycée d'Elbeuf, le lycée Mauroy à Elbeuf, et qui mène depuis déjà plusieurs années de nombreuses mobilités, de nombreux projets autour de la mobilité. Alors, il a quand même ceci de particulier, c'est que ces projets sont toujours appuyés sur un projet artistique. Le lycée a plusieurs options, des options justement musique, options art audiovisuel et des classes européennes. Donc autour de tout ça se montent des projets, donc déjà depuis quelques années, et celui sur lequel ils ont particulièrement témoigné cette année, c'est un projet qui les a conduits en Malaisie. Les jeunes se sont d'abord rassemblés autour d'un spectacle, d'un projet de spectacle, et c'est seulement après qu'est venue l'idée de la mobilité internationale. Ça a été très intéressant de voir la motivation qui s'en dégageait, donc c'était surtout le point fort, c'était la motivation de l'équipe pédagogique, la motivation des jeunes. Et ils ont été accompagnés aussi petit à petit lorsqu'ils déroulaient un petit peu la préparation de ce voyage et tout ce qui était en amont. Petit à petit, de même, ils s'aperçoivent qu'ils sont quand même très accompagnés et ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement sur le territoire. Alors, bien sûr, il y a la motivation de l'équipe pédagogique qui est essentielle, la motivation des élèves, mais ils ont besoin aussi toujours du soutien du personnel encadrant, de l'équipe de direction, et ils ont eu effectivement aussi besoin du soutien de l'académie. Petit à petit, on s'aperçoit que des projets d'une telle envergure, pour qu'ils aboutissent, ont besoin d'être bien encadrés et soutenus. On a eu aussi l'intervention d'une personne qui était au conseil départemental à l'époque du début du projet et qui les a soutenus aussi pour que ce projet prenne corps. Les autres participants de l'atelier donc ont pu intervenir pour poser des questions, pour abonder dans leur sens et parfois aussi pour dire quels étaient leurs besoins. Alors on a essayé un petit peu de ressortir les besoins essentiels. Les besoins sont surtout ceux de formation, de préparation à la rencontre interculturelle. Alors, même si sur le projet en question, celui du lycée d'Elbeuf, ça a été vraiment très bien réfléchi, mais c'est pas toujours, tout le monde n'a pas toujours cette possibilité d'avoir autour de soi des gens qui peuvent intervenir sur ces questions-là. Donc, vraiment, il y a une demande sur ces préparations et très important aussi sur la valorisation parce que les jeunes sont ravis. Là, le témoignage nous disait comme ils étaient touchés, remués, comme ils étaient ravis des rencontres qu'ils ont eues. Mais maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est la valorisation aussi de ce qu'ils ont appris, des compétences, des nouvelles choses qu'ils ont apprises. Alors peut-être Danuta, vous remerciez aussi parce qu'on a encore un autre témoignage. Oui, je me rendais pas compte. Je vous sens lancer, etc. Oui. Mais vous avez vraiment pointé du doigt des besoins extrêmement importants qui vont permettre à chacun de repérer là où on va pouvoir aider et accompagner donc des besoins, des désirs, des rêves et des projets existants. Merci infiniment parce que vous avez vraiment pointé des choses essentielles. Camille, on va vous laisser terminer, bien évidemment. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc moi, c'est Camille Turpin. Je travaille à la Maison pour tous Léo Lagrange à Cherbourg. Et donc j'ai animé un atelier autour du consortium des fédérations normandes des MFR qui mettent en place des mobilités à la fois pour les jeunes, pour les membres du personnel et pour les formateurs et formatrices des MFR de Normandie.
Donc ce qui est ressorti globalement, c'est un projet qui a commencé tout petit et qui a grandi avec le temps. Et c'est Bérénice, formatrice à Balleroy, qui disait l'importance de commencer et de faire évoluer le projet et de ne pas commencer avec quelque chose de trop conséquent. Et on a aussi eu la chance d'avoir le témoignage de 3 jeunes qui sont partis en mobilité en Belgique, qui nous ont partagé ce que ça avait changé pour eux, ce que ça avait changé dans leur façon de travailler et de parcours personnel, professionnel. Donc ils ont bien partagé quel impact ça a aussi sur les maîtres d'apprentissage qui acceptent que leurs jeunes partent en mobilité et comment ça impacte le travail, notamment là c'était dans le contexte agricole. On a aussi eu le partage de l'importance pour les membres du personnel. Les femmes de ménage des MFR vont en mobilité et vivent des mobilités, ce qui n'est pas très courant pour ce type de projet, et à quel point quand les personnes rentraient, elles étaient aussi changées à la fois personnellement et professionnellement. Bérénice nous partageait aussi la mise en place de ce consortium qui avait permis de solidifier le réseau des MFR, parce qu'au final, au début, ils ne se connaissaient pas vraiment, et comment la mobilité et la mise en place de ce consortium a permis d'entériner ce réseau et ce lien entre les différents acteurs et actrices des MFR. Et il y a aussi tout le volet accompagnement et la mise en place de partenariats avec des structures du non formel, et comment les structures non formelles viennent dans les MFR, dans les établissements scolaires, avec notamment des accompagnements par le Créan, la Maison de l'Europe de l'Eure, le CRIJ, la Maison pour tous, accompagner les élèves dans leur parcours avant et à leur retour sur ce que ça qu'ils aient la place d'échanger leurs craintes, leurs peurs, et aussi à leur retour d'avoir du recul sur leur expérience. Ce qui est ressorti en besoin, parce qu'on avait, participant à cet atelier, des personnes qui ont de l'expérience dans la mobilité, c'était de se retrouver entre professionnels expérimentés de ces types de mobilité pour justement essayer de faire avancer les choses et pouvoir essayer de parler de choses qui peuvent bloquer au sein de chaque établissement pour essayer de trouver des solutions ensemble. On avait aussi Martin qui est canet et qui est en Moldavie actuellement, et qui se questionnait aussi sur comment envoyer des jeunes moldaves dans les MFR en Normandie pour qu'ils puissent vivre aussi un stage. Donc voilà, c'est des questionnements qui sont apparus. Et il y avait notamment Alice Dartou qui est chargée de mission à l'agence Erasmus+, et voilà, donc comment l'agence peut aussi être impliquée dans ce type de partage, échange de pratiques, etc. Donc on a Donc des mobilités ancrées dans la réalité et dans la vie professionnelle, puisqu'il était question de ça, et puis des besoins très identifiés de travailler ensemble, de part et d'autre, formels, non formels, puis avec les étrangers aussi. Merci beaucoup, vraiment Camille, de ce résumé. J'espère que je n'ai pas trop déformé en résumant. Je vais me tourner maintenant vers Pauline et Claire, parce que là, vous avez du grain à moudre. Vous avez la marmite peut bouillir par rapport au réseau. Qu'est-ce que le réseau peut apporter ? Alors, bonjour, donc je suis Pauline Beul de l'association CITIM. Donc, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, l'association CITIM coordonne un réseau qui s'appelle le réseau Normabilité. Donc ce réseau qui rassemble des professionnels de l'éducation formelle, non formelle. Voilà, on est très nombreux avec des statuts différents. Ce réseau, concrètement, c'est des actions comme un site internet, comme un plan de professionnalisation, comme un événement comme celui-ci. Et ce réseau est piloté par un Coremob. C'est l'instance politique du réseau qui, cette année, au mois de janvier, a validé un nouveau plan d'action qui regroupe 3 grandes priorités et qui fait le lien avec ce qui s'est dit aussi lors des ateliers, parce que c'est une des priorités, c'est le développement durable. Donc voilà, on avait Luce qui a pu nous parler de ça. Une autre priorité, c'est le numérique. Voilà, comment petit à petit, avec aussi la crise sanitaire, on peut continuer à mettre en place des projets, même s'il n'y a pas forcément de mobilité physique. Et enfin, c'est l'approche territoriale. Comment
vraiment au niveau des territoires, les acteurs peuvent travailler ensemble, s'entraider, comme on a pu parler d'un comité de jumelage, d'une école, du MJC, vraiment comment on peut faire en sorte que ces personnes travaillent ensemble et le réseau peut les accompagner. Donc Pauline, vous êtes en train de nous confirmer que par rapport à tous les besoins identifiés dans les ateliers, le corps EMOB et le plan politique décidé avec le plan d'action peut répondre à ces besoins. Pouvez-vous nous donner les calendriers, parce que je crois que vous êtes en action sur ce plan d'action. Allez-y, je vous écoute Claire. Plusieurs formations sont prévues pour répondre un petit peu, et c'est bien parce qu'effectivement ça rebondit bien. On a pensé aussi à un parcours de formation. Comme on disait, c'est pas toujours facile de se lancer. Et un premier niveau de formation est prévu avec une journée découverte le 10 juin dans les 5 départements Normandie. Donc vous pouvez retrouver le lieu le plus proche de chez vous sur le site internet du réseau Normandbilité, normandbilité.org. Et là, vous aurez les lieux dans chaque département où sera proposée cette formation d'une journée, qui est une journée découverte un peu premier niveau pour savoir comment je peux me lancer, par quoi je commence, et un peu identifier aussi et aider à identifier des partenaires sur mon territoire pour un projet. Qui répond aussi à la question de la valorisation des acquis. On a une formation qui va se dérouler en juillet. Le 8 et 9. Le 8 et 9 juillet, voilà, avec un partenariat avec l'agence Erasmus+, qui l'a rappelé ce matin, en disant que c'était un axe important pour eux. Et là, c'est comment on donne des clés, des outils et de compréhension de comment on valorise une expérience de mobilité européenne et internationale. Donc c'est pareil, vous pouvez retrouver l'information sur le site internet du réseau. Et puis pour finir, il y a une assemblée annuelle qui regroupe le 23 septembre tous les acteurs du réseau. Donc voilà, on vous invite à retrouver toutes ces informations sur le site internet. Et il y a une newsletter, vous pouvez vous abonner pour savoir toutes les informations sur le réseau, toutes les actions, et puis les événements comme celui-ci qui en fait partie. Alors ce que vous nous dites est vraiment très encourageant, parce que vous donnez vraiment des outils très concrets, des dates très concrètes qui vont permettre d'accompagner à la fois les rêves et à la fois les besoins très identifiés. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Claire ? Oui, j'aimerais rajouter qu'on propose des choses comme ça avec des dates très fixes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi proposer des choses à la carte. C'est-à-dire que si les partenaires ont des problématiques particulières sur leur territoire ou des questions particulières avec des besoins particuliers, on leur propose de réfléchir ensemble à une solution de formation, d'échange de pratiques, d'information, de connaissance de son territoire et des partenaires pour répondre à leurs problématiques particulières. Merci infiniment pour toutes ces pistes. Je pense que ça donnera de l'élan à notre mobilité. Monsieur Priolo, bonjour. Vous nous avez rejoints. Vous êtes notre grand témoin. Donc, vous avez suivi les débats toute la journée. Merci d'être là, encore présent ce soir. À vous le mot de la fin, une conclusion en tant que grand témoin. On a eu des échanges très très riches tout au long de la journée. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Conclusion d'abord pour adresser des remerciements au réseau Normandbilité, à tous les acteurs. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour organiser une restitution comme celle-ci, surtout dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Et je crois que c'est un vrai succès, on l'a vu à travers tous les témoignages, parce que c'est la mobilité très concrète, la mobilité vécue, c'est pas la mobilité des livres un petit peu éloignés. Donc l'enjeu, la difficulté, c'était finalement de se dire comment est-ce qu'on rapproche ce qui est loin. Et je crois que là-dessus, la mission est accomplie, le pari est réussi, et ça vient d'être dit aussi à l'instant sur ce réseau Normandbilité. Il existe, il faut le faire vivre. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se régénère en permanence et comment est-ce qu'on apprend des différentes expériences. Les ateliers de cet après-midi, ils ont parfaitement montré ceci. Généralement, vous savez, ça vaut pour la mobilité, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est toujours se dire, on n'est pas seul au monde, on est souvent intelligent à plusieurs, et on est souvent encore plus intelligent quand on se confronte à des cultures qui ne sont pas les nôtres, à des systèmes de pensée qui ne sont pas forcément les nôtres. Et quand on a un jeune Normand qui est en Moldavie, quand on a les maisons, le réseau des maisons rurales familiales qui organisent des programmes à l'étranger, quand on a une volonté
à Hérouville-Saint-Clair de faire des jumelages avec des jeunes et d'autres pays. Ça montre bien que la mobilité, elle n'est pas écrite d'avance et elle est ce qu'on en fera. Et c'est vrai que moi, je vois comme maire de ma commune, on a des jumelages qui ont été constitués en fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, souvent avec des pays européens d'abord, et ils ont été constitués parce que évidemment on avait le souvenir de ces divisions, de ces conflits à l'intérieur même de notre continent. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que le réflexe de mobilité, il est souvent beaucoup plus fort chez nos anciens que chez nos jeunes, pour ceux qui ne bénéficient pas de ces programmes de mobilité. Et on voit bien aussi qu'il y a une difficulté pour ces comités de jumelage à se renouveler, à attirer des jeunes chez eux. Et donc c'est en effet la passation de témoins qui est importante, et c'est de comprendre que le monde d'aujourd'hui ne ressemble en rien au monde d'il y a 70 ans, qu'aujourd'hui on a plein de façons de s'évader, de voyager à travers les échanges numériques, et on l'a vu malgré la crise du contexte sanitaire que c'était possible, mais rien ne remplace et rien ne remplacera jamais le contact humain direct, l'aventure dans un pays. Et il faut garder cette notion d'exotisme. On n'est pas tous pareils, on est certes dans une société mondialisée, mais on a encore des vraies différences, et c'est ça l'intérêt de cette mobilité, c'est de toujours se remettre en cause, se remettre en question. Et donc, bien au-delà de la distance, du trajet, du transport, c'est une vraie quête aussi sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut devenir, sur notre rapport à l'autre, c'est l'altérité. Et généralement, quand on apprend à comprendre l'autre, d'abord on s'accepte mieux soi-même, on s'émancipe. Et je crois que ce sera mon mot de la fin. La mobilité, c'est l'émancipation. Et aujourd'hui, on a besoin d'esprit critique, on a besoin on a besoin de pousser les frontières, on a besoin d'abattre les murs et sans cesse de se dire que ce monde, cette Europe, ce monde, ils nous appartiennent, et c'est comme ça qu'on fera vivre l'Europe, parce qu'on a fait l'Europe, maintenant il faut faire les Européens, et la mobilité, elle est indispensable pour faire les Européens. Merci beaucoup, Monsieur le maire de Louviers. Je vous remercie infiniment pour cette vision très éclairante, avec un peu de recul et à la fois très enthousiaste. Je vois vos yeux briller. En fait, quand vous parlez de l'international, je me le permets, Monsieur le maire, et je sais que vous êtes très engagé. Ça nous donne de l'élan, ça nous donne envie de faire les choses, et nous avons besoin aussi de ce discours-là pour nos jeunes. Merci infiniment. Je vais laisser le mot de la fin pour Claire et Pauline, nos petites fées, on peut le dire maintenant, puisqu'on va bientôt descendre du train. Donc je vous laisse le mot de la fin. Merci aussi de cette belle journée. Que dire, on va prendre un instant juste pour remercier tous les gens qui ont fait que et cette journée et le train la mobilité a pu se mettre en place et exister. Donc tout d'abord la mairie de Louviers et un clin d'œil particulier à Mikaïl et Franck qui nous ont accueillis et se sont investis avec nous sur cette journée. Évidemment à vous, Monsieur Priolo, d'avoir joué le rôle de grand témoin, d'avoir accepté de jouer ce rôle. J'enchaîne avec Mathieu Roumégous, qui a été notre invité expert, qui nous a fait l'honneur de se déplacer, qui est le directeur de l'agence Erasmus+, et de l'agence Service Civique. On voulait aussi remercier les financeurs pour tout cet événement, donc la région Normandie, la Drages, le rectorat, la DRAF et l'agence Erasmus+. Je voulais évidemment remercier les relais mobilité pour leur adaptabilité et leur investissement sur ces 2 semaines de train et les restitutions qu'on a pu voir. On voulait aussi remercier tous les jeunes et tous les professionnels qui ont témoigné, participé à cet événement. Clin d'œil particulier à la technique avec Culture et Nature, Antoine, Xavier et Adrien qui nous ont soutenus depuis quelques moments pour préparer cette journée. Les jeunes de la mission locale de Louviers qui ont participé, qui ont fait un renfort technique. Voilà, merci beaucoup. Les animateurs des visios et les intervenants de cette journée. Et puis à Anne Descamps pour l'animation de la journée, qui ne savait pas au début à quoi elle allait s'attendre, mais vraiment merci beaucoup pour ton engagement. Voilà, une nouvelle star est née, je crois. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis pour finir, je voulais remercier ma collègue qui a coordonné ce projet, qui a dû le réadapter, qui vraiment
a su s'adapter. Vraiment, c'est super chouette. J'ai un peu d'émotion parce que je voulais vraiment les remercier. On est contente. Voilà. Très bien. Merci. Merci à tout le monde. Donc notre train repart. Plein de remerciements, de désirs, de promesses et d'accompagnement avec des visions humanistes. Ne restez pas sur le quai, embarquez. À bientôt.